Ce que vous allez voir, c'est la vidéo la plus ambitieuse du Canard Réfractaire. Elle a été écrite il y a 1 mois et demi et depuis, elle est en tournage et en montage permanent en parallèle avec toutes les autres vidéos que nous avons sorties récemment. Pour nous, ce genre de projet, c'est essentiel parce que ça permet en fait de réfléchir différemment, ça permet de faire des liens comme jamais ça a été fait avant et je pense que c'est ça qui fait beaucoup avancer les choses. Mais c'est compliqué à mettre en place, surtout en parallèle, surtout avec la petite équipe que nous sommes. Et donc, on voudrait profiter du financement annuel du Canard Réfractaire pour grossir notre équipe, pour avoir plus de monteurs, pour avoir plus de temps pour l'écriture et pouvoir vous proposer ce genre de vidéos plus souvent. Donc, si tu trouves ça utile d'avoir ce genre de production mis à disposition de tous, eh ben, nous te mettons en description un lien pour le financement participatif. Parce que voilà, qu'on ait de l'argent ou pas, on peut faire quelque chose pour soutenir tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo réalisée en indépendance va vous plaire. Et puis, ben voilà, bonne vidéo. C'est un peu long, mais il y a des chapitrages, du coup, tu peux faire plusieurs trucs, toi. Dis-toi que c'est 6 vidéos du Canard en une. C'est pas mal quand même. Allez, bonne vidéo. Bon, déjà, faut qu'on se le dise, on est un peu perdu. Voilà. Il faut dire aussi qu'on vit une époque de taré avec la guerre, avec l'écologie, avec les crises financières, avec les révoltes, et ça en boucle depuis 20 ans. Sauf que le problème, c'est qu'on est noyé d'informations, qu'on est saturé d'informations, avec la télé, avec la radio, avec nos fils d'actualité et ce putain d'internet, sans que personne ne fasse de lien entre toutes ces choses. Ce qui fait que oui, on est au courant de tout ce qui se passe, on sait tout, mais on comprend rien en réalité. On capte juste qu'il se passe quelque chose de grave, que l'inflation à 10%, que l'effondrement climatique, que la 3e guerre mondiale, ce ne sont pas des choses anodines, et ce sont même des choses qui commencent sérieusement à marquer notre quotidien, qu'on ne peut plus ignorer, que plus personne ne peut ignorer. Et je crois qu'en ce moment, on commence à comprendre que nos vies entières vont être rythmées par ces crises-là, qu'on le veuille ou non, et que les dirigeants font partie du problème. Et en face, évidemment, ils cultivent la dépression, l'angoisse et le tragique, comme dans les reportages de JT, où ils te disent c'est la fin du monde avec l'écologie, et à la fin, ils te proposent quoi? Juste de manger bio, et c'est tout, en sachant pertinemment que ça ne va rien changer à l'histoire. Et ils font ça, parce que si nous, on comprend rien à ce qui se passe, si on n'arrive pas à faire de lien entre les choses, si on est saturé d'informations et d'angoisse, et ben en fait, on se projette pas dans cette société. C'est même pas notre société, en fait, c'est quelque chose qui avance devant nous, et nous, on est tout seuls et impuissants. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on les laisserait faire. Sauf que non, parce qu'on n'est pas con et qu'on se laisse pas faire. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que c'est vrai qu'on a été saturé par leur information pendant des années et des années, mais on a quand même tous accumulé des pièces du puzzle de tous les événements médiatiques, financiers, guerriers qui s'est passé ces 20 dernières années. Et je crois que ces pièces-là suffisent à reconstituer le puzzle entier pour comprendre véritablement ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va se rappeler ce qu'on sait déjà et faire des liens entre toutes ces choses-là pour comprendre évidemment que rien n'arrive par hasard. Et on va essayer de comprendre aussi d'où l'on vient et ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Dans cette vidéo, nous allons donc réécrire notre histoire, une histoire populaire du 21e siècle, et nous allons passer par 3 fils rouges principaux qui vont constamment se répondre. Le premier, c'est les crises financières. Le deuxième, c'est la montée en puissance de la Chine et du conflit impérialiste avec les États-Unis. Et le troisième, c'est les révoltes populaires. Et derrière ces 3 enjeux qui communiquent entre eux en permanence et qui s'influencent en permanence, tu en as 3 autres qui sont la montée de l'autoritarisme, la montée d'Internet qui nous permet de nous exprimer et de nous organiser, et aussi la défiance toujours plus grandissante entre nous, le peuple, et eux, l'élite. Bref, on va essayer de comprendre ce qui se passe, et je vais vous le dire, à la fin, il y aura une bonne nouvelle, parce que la situation est loin, très loin d'être désespérée. Aujourd'hui, nous allons réécrire notre histoire pour nous rappeler à l'évidence, nous sommes le peuple. Comment oublier ce mardi 11 septembre 2001? Cette vision cauchemardesque. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre. 11 septembre 2001. On m'a raconté ce sidéré qui reste des jours devant la télé, l'impensable tournant encore en boucle dans les télés du monde entier. Puis aux États-Unis, l'élan de solidarité, les dons de sang, les lettres envoyées, le sentiment d'unité populaire avec le drapeau national comme ralliement, malgré tout.
Le peuple états-unien a existé là, dans le tragique. Bush Jr., président des États-Unis, apparaît alors comme le sauveur de la nation et lance dans la foulée la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan. Au traumatisme du 11 septembre s'ajoute le traumatisme des soldats états-uniens revenant du front handicapés, démembrés et traumatisés. Et des images circulent. Les crimes de guerre là-bas se multiplient. Et c'est moche dans les deux sens. Alors, la colère sourde se propage aux États-Unis. Nous, de notre côté, on voit à la télé l'arrivée de la propagande de guerre, encore valable aujourd'hui. Nous sommes les gentils démocrates face à l'axe du mal, aux dictateurs terroristes. Les ennemis, les talibans, qui encore hier étaient alliés des États-Unis, et leur chef, Ben Laden, un ancien agent de la CIA. Puis un autre, un peu plus tard, l'Irak de Saddam, qui n'a ni armes biologiques, malgré ce que peut dire Powell à l'ONU, ni aucun rapport avec les attentats. Sauf que, comme toutes les guerres contemporaines, elles s'enlisent dans d'impossibles occupations. Et plus la guerre dure, plus elle coûte. Plus des images fuitent sur Internet, et plus le gouvernement est obligé de mentir pour la justifier, sa guerre. Et ça crée une contestation durable. Et de cette propagande de guerre naissent des questions. Pourquoi cette guerre ? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Et s'ils nous mentent, c'est quoi la vérité? Tout le monde se pose les mêmes questions au même moment et propagande de guerre oblige, les médias n'y répondent pas. Mais évidemment, il faut expliquer l'horreur. Faut pas se contenter de « les hommes sont comme ça, on n'y peut rien, machin ». Non, il faut expliquer ce qui est en train de se passer. Et donc, Internet va être un moyen de trouver des réponses. Les gens discutent sur Internet et font circuler dans toute la société leurs discours contestant la version officielle et accusant le pouvoir de mensonge. Et ça avec leur clivage et leur culture. Le pouvoir, lui, habitué à contrôler la parole publique en permanence à la télé, à la radio et dans les journaux, ne peut rien faire pour les en empêcher, si ce n'est ce qu'ils feront toujours, résumer tout discours contraire au leur, au complotisme. Avec ce discours venu d'Internet se développe un clivage, qui n'est pas un clivage gauche-droite évidemment, mais qui est un clivage entre nous qui savons et eux qui nous mentent. Alors évidemment, c'est très jeune, ça n'explique pas tout, tout le monde n'est pas d'accord avec ces trucs-là, et évidemment, il n'y a pas de débouché politique parce que tu balances ta théorie, et après, rien. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Mais ce qui est intéressant dans cet événement-là, c'est que pour la première fois, Internet empêche les gouvernants de mettre sous le tapis et d'étouffer avec le consensus médiatique et la propagande les affaires qui les dérangent, c'est-à-dire leur propagande de guerre. On a maintenant un endroit où on peut critiquer le système, dénoncer les mensonges et des millions de gens peuvent l'entendre. Alors pourquoi les États-Unis déclarent ces guerres ? Déjà pour justifier des subventions de guerre et relancer l'économie après la crise financière de 2000. Puis pour assurer à ces entreprises l'exploitation des puits de pétrole. Et vu que le pétrole, ça s'achète en dollars, ils renforcent leur monnaie et leur position internationale. Industrie, échange, technologie. Les États-Unis s'assurent de devenir indispensables. Et face à ceux qui les contraignent, les États-Unis, en fait, eux, ils savent imposer leur intérêt. Ils savent se montrer forts, que ce soit par les sanctions économiques ou par les interventions guerrière. Et ça rassure pas mal les investisseurs parce qu'au moment du 11 septembre, on ne savait pas s'il allait y avoir de nouveaux attentats sur le sol états-unien qui auraient pu du coup détruire d'autres infrastructures et empêcher les investisseurs de se faire du fric dans ce pays-là. Et avec la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan et toute la propagande de guerre et le renforcement des alliances, ça montre que les États-Unis sont toujours là, qu'ils ne sont pas faibles. Et surtout, la guerre, c'est un moyen de relancer une économie qui a été fragilisée par ces attentats et par les crises qui l'ont précédée, avec notamment des énormes budgets qui sont déployés pour l'armée, qui sont acceptés par la population avec la propagande de guerre, et tous les contrats de construction, par exemple, qui vont être délivrés aux entreprises états-uniennes, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Et vous allez voir d'ailleurs que dans cette vidéo, la Chine, les États-Unis et les pays européens sont en concurrence permanente pour les investissements étrangers, et que attirer ces investissements-là, c'est ce qui va diriger leur politique intérieure et extérieure. Le 11 septembre 2001, c'est aussi le renforcement de la présence policière partout, à l'aéroport et dans les lieux publics. Cette catastrophe, elle aura permis de justifier la mise en place de surveillance de masse et d'une parano collective. Une parano qui se traduit aussi par la peur des musulmans, une peur qui s'exporte aussi en France. L'autoritarisme s'installe et la France, de son côté, malgré l'intervention de De Villepin à l'ONU, va s'aligner sur les États-Unis, notamment avec Sarkozy. Il réintègre le commandement intégré de l'OTAN, officine de l'armée états-unienne en Europe et les soutient dans toutes leurs initiatives pour renforcer leur poids à l'échelle internationale. Et là, il y a des dynamiques qui sont en train de s'amorcer et encore une fois qu'on va retrouver partout dans les années à venir.
on a des événements traumatisants qui arrivent. Le 11 septembre 2001, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak. Tu as le gouvernement états-unien et la bourgeoisie états-unienne qui en profitent pour relancer leur industrie, pour relancer des subventions, pour renforcer leur alliance, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que eux, ils font ça au nom de la démocratie et de la paix, sauf que visiblement, c'est pas le cas. Donc pour compenser, ils font une grande propagande de guerre. Et pour ça, ils ont absolument tous les médias à leur service. Et avant, ça marchait un petit peu, parce qu'il n'y avait que les médias qui parlaient, il n'y avait que les politiciens qui parlaient. Mais à partir du XXIe siècle, tu as le développement d'Internet qui permet d'avoir un contre-discours sur lequel les grands médias et sur lequel les politiciens ne peuvent rien faire, n'ont pas d'emprise, et qui permet de critiquer cette propagande-là. Avant, on pouvait avoir des doutes sur ce que disaient les États-Unis. Maintenant, on sait que les États-Unis mentent et que tout ça, c'est de la propagande de guerre. Que fait le gouvernement face à ça? Eh bien, il renforce son autoritarisme, c'est-à-dire qu'il renforce la présence policière et il renforce la propagande de guerre qui devient de plus en plus forte. Et donc, petit à petit, il va y avoir une séparation de plus en plus forte entre, d'un côté, nous qui savons grâce à Internet, et de l'autre, les gouvernements qui sont obligés de renforcer leur autoritarisme pour nous faire avaler la pilule. Et vous allez voir que dans la suite des événements, partout dans le monde, ce discours anti-système va devenir de plus en plus cohérent, de plus en plus précis, et va provoquer des mouvements populaires. Mais avant ça, il faut qu'on parle d'un autre sujet important qu'on va développer durant toute la vidéo aussi, c'est le sujet central de la Chine. En 2001, pendant que les États-Unis se lancent dans leur guerre sans fin au Moyen-Orient, la Chine intègre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'aligne aux normes internationales pour commercer avec les pays industrialisés. Elle se protège des sanctions états-uniennes et garantit aux investisseurs étrangers des rendements stables. L'idée, elle est simple. Pour que les industriels occidentaux puissent augmenter leurs profits, ils vont délocaliser leur production en Chine, où les salaires sont bien plus bas et donc les rendements meilleurs. Les groupes industriels deviennent des concepteurs et vendeurs de marchandises produites, elles, en Chine. Et c'est pour ça qu'on va retrouver petit à petit, d'abord des petits trucs en plastique, puis après de la microélectronique, puis après tout, tu vois, même les voitures électriques maintenant, qui sont fabriquées made in China. En réalité, la société de consommation, comme on la conçoit, ce n'est que le résultat de ces accords entre les industriels européens et les industriels chinois. Tout ça rendu possible évidemment par l'action des différents États. Et c'est là où tu te rends compte du rôle de l'État dans le capitalisme, c'est-à-dire imposer des normes qui permettent l'échange, qui permettent les investissements, qui permettent les délocalisations. La Chine multiplie les accords commerciaux et technologiques. Le pays l'exporte énormément et signe des contrats qui lui assurent un approvisionnement en matières premières et en énergie issues de l'Afrique et du Moyen-Orient qui passent par la mer de Chine. Les entreprises occidentales, elles se jettent sur l'opportunité de contrats qui leur garantissent des profits de 5, 7, 10%, donc des profits durables et qui donnent l'occasion à la Chine de devenir le centre de la production capitaliste. Une situation dont elle saura tirer profit. Pour vous dire, même les voitures allemandes sont peu à peu délocalisées en Chine. Et donc on passe d'une économie de production industrielle à une économie gérée par des conseils d'administration de transnationales, en gros, qui organisent la société, qui investissent dans tous les marchés possibles et qui délocalisent la production et éclatent les lignes de production partout dans le monde, là où c'est le plus profitable. Mais ça passe aussi par les assurances, par exemple, pour le transport maritime. Ça passe par la conception de produits financiers toujours plus complexes et toujours plus risqués, et ça passe directement par les conseils au gouvernement. Bref, on ne vit plus de notre production, on vit des mouvements de capitaux qu'on concentre et qu'on réoriente. Cette financiarisation accélérée par l'arrivée de la Chine dans le marché mondial en 2001 accélère aussi la transformation des emplois en France. La quantité d'ouvriers diminue, le chômage augmente et se développe une classe moyenne du tertiaire. Des cadres, des ingénieurs, des commerçants et des gens dans l'administratif. Autant de personnes qui ont accès à des nouveaux biens de consommation, rendus accessibles par l'industrie chinoise. Des personnes qui se questionnent du coup beaucoup moins sur leur place dans la société. Et c'est donc la fin des grandes organisations syndicales qui prospéraient dans les grandes usines. Les organisations contestataires, elles disparaissent et laissent leur place à des partis chiants et de conciliation comme le PS ou le PCF. En fait, avec la financiarisation accélérée depuis 2001, on perd ces organisations qui sont censées défendre les travailleurs. Il y a d'autres changements aussi, c'est que la financiarisation, ça concentre le pouvoir économique entre les mains non pas d'industriels différents aux intérêts différents, mais
au conseil d'administration de sociétés anonymes transnationales, qui envoient d'ailleurs leurs représentants à tous les conseils d'administration de sociétés anonymes transnationales dans lesquels ils ont des actions, et il y en a énormément. En fait, on se retrouve avec des gigantesques monopoles financiers qui ont des billes absolument partout et qui essayent de diriger leurs propres intérêts à travers des centaines, voire des milliers d'entreprises à la fois. Mais c'est aussi les milliardaires qui vont concentrer toujours plus de monopoles entre leurs mains à force de prédation et de rachat. C'est aussi les banques d'investissement qui deviennent de plus en plus puissantes. C'est aussi les cabinets de conseil et c'est aussi les fonds de pension comme BlackRock qui, eux, investissent partout et essayent de vampiriser toute l'économie. Et évidemment, cette nouvelle classe de financiers, ils ont des intérêts en commun qu'ils savent défendre. Et le premier de leurs intérêts, évidemment, c'est la totale circulation des capitaux pour permettre d'investir n'importe où c'est rentable et de pouvoir organiser les délocalisations comme ils le veulent sans rendre de compte à personne. Mais aussi pour les transnationales européennes, c'est d'avoir un libre marché, comme ils disent au niveau de l'Europe, c'est-à-dire d'avoir une concurrence totale et absolue pour permettre à ces transnationales venues de France ou d'Allemagne, par exemple, d'investir les marchés à développer, que ce soit le sud de l'Europe ou l'Europe de l'Est. D'où le fait que l'Union européenne essaie de s'étendre un maximum, parce que ça représente des marchés pour ces entreprises-là. Dernière chose, évidemment, ce qui les intéresse, c'est les juteux marchés qui sont encore contrôlés par l'État. Je parle par exemple de l'énergie, je parle de l'hôpital, je parle de l'éducation, des choses qui ont été préservées et développées avec l'argent public et qui peuvent être à tout moment privatisées s'il y a la bonne loi. C'est ce qui s'est passé par exemple pour les autoroutes construites par les impôts français, mais maintenant qui est au service de Vinci et toutes ces conneries-là. Et donc là, comme à chaque fois en fait à peu près dans le capitalisme, c'est que à la fois on peut dire que cette classe de financiers est en concurrence permanente pour essayer de choper les marchés, pour essayer d'avoir les meilleurs rendements, pour essayer de choper la bonne action, le bon truc, les machins. C'est vrai, mais politiquement, elle est unie derrière les mêmes intérêts. Et pour ça, rien de mieux que l'Union européenne, dont l'objectif est d'inscrire ce programme-là dans les traités à valeur constitutionnelle. Et puis en 2002, adieu nos vieilles pièces de francs et vive l'euro. Une monnaie unique pour un marché unique, avec lequel tu peux tout acheter sans besoin de conversion, avec une stabilité du taux de change qui permet d'en faire une monnaie idéale pour la spéculation internationale. Le tout géré par une seule banque, une banque centrale, dont la seule mission est d'éviter l'inflation. Vraiment le rêve pour les investisseurs. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la finance, puisque c'est elle qui contrôle la société. C'est elle qui organise l'économie. Tout simplement parce que c'est elle qui a le contrôle de la dette, c'est elle qui a le contrôle des liquidités, c'est elle qui a la propriété sur les machines de production, sur les entreprises, en fait, sur tout ce qui compte dans cette économie-là. Ce qui fait que les gouvernants ne gouvernent plus et qui deviennent juste des comptables au service de cette finance-là et qui, qu'importe les idées avec lesquelles ils ont été élus, appliquent la même politique aux mêmes conséquences. Ce qui fait qu'en réalité, la fin du clivage gauche-droite et cette expression fameuse de « ils sont tous pourris », qui est une vraie réalité, mais en fait, ce truc-là, ça vient de la financiarisation. Ça vient de la financiarisation, parce que ça empêche toute autre politique, donc ils font tous la même chose, et c'est de la merde. Bref, l'Europe de la finance, c'est beau, mais ça ne va pas se faire sans résistance. Faisons un petit bond 4 ans après la Chine à l'OMC et les attentats aux États-Unis. On est en 2005. À l'époque, le contexte c'est le suivant. Avec l'accélération de la financiarisation, on a une bonne partie de la population à prendre dans les dents l'augmentation des prix. Puis les licenciements de masse, le chômage de masse, les délocalisations, tout ça. Et vu qu'à cette époque-là, évidemment, Coluche était déjà mort, quel dommage, on se retrouve comme représentants du peuple à la télévision, des gens comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est-à-dire des gens qui ne nous représentent plus du tout, alors que en même temps, la financiarisation fait que toute la société se transforme, et pas en bien. Du coup, quand tu as tout le système médiatique et politique de gauche comme de droite qui essaye de nous vendre une mystérieuse constitution européenne qui est censée mettre au plus haut niveau du droit européen les règles de la finance, on commence légèrement à avoir un petit doute. Alors, sûr de son coup, le pouvoir lance un référendum sur cette constitution européenne, persuadé que le total contrôle des médias et des principaux partis politiques français suffira à gagner la légitimité du peuple. Et là commence une opposition qu'on va retrouver partout. D'un côté, un système politico-médiatique qui va essayer de nous vendre de manière toujours plus vulgaire avec une langue de bois répétée sa finance, et nous qui sommes les victimes de cette financiarisation et qui remarquons jour après jour toujours plus leurs mensonges. Comme la gauche et la droite sont unies derrière la finance, le clivage devient ce système politico-médiatique qui nous ment contre nous, le peuple, qui devons y résister et qui résistons. Le référendum, il est lancé et nous, les victimes de la finance, on se réveille. On m'a parlé de gens qui traversent la rue pour aller chercher un tract pour le nom, qui prennent des notes durant les meetings et qui en discutent au bar et au boulot.
En fait, on s'est saisi de l'occasion qui se présente devant nous pour parler de nos vies, pour comprendre cette société nouvelle. La politique, c'est pas que des émissions à la télé. En fait, elle devient notre quotidien. On en fait notre affaire. Et donc, à défaut de pouvoir s'organiser, faute d'organisation, faute d'accès aux médias, on donne de la force à ceux qui portent notre voix, celle du non. On change le rapport de force politique en donnant de la visibilité à ceux qui font le taf. Et là, il y a un petit prof sans histoire d'Aix-en-Provence qui se passionne comme beaucoup sur le référendum et qui lance un blog qui développe des nouveaux argumentaires contre la Constitution. Je parle d'Étienne Chouard. Sans que personne ne lui demande, il va créer un média contrôlé ni par les partis, ni par les milliardaires, et qui va devenir vraiment la référence argumentative du non et propager partout une vision ni de gauche ni de droite, mais de l'intérêt du peuple. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on découvre qu'Internet peut être utilisé pour diffuser massivement des idées politiques, des raisonnements politiques en dehors de tout cadre institutionnel. Et du coup, c'est toujours le cas. Et à la surprise générale, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Ni de gauche, ni de droite. Le peuple s'est formé comme force politique et a vaincu l'union des politiques et des médias. Et comme à chaque fois, le système va mettre ses problèmes sous un tapis et passer en force. 2 ans plus tard, le traité de Lisbonne, il est signé. C'est vraiment la vengeance de Sarko et Hollande qui font voter la Constitution européenne aux parlementaires. Ce référendum, c'était le symbole de la démocratie gaulienne. C'était un élan de citoyens qui avaient confiance aux institutions, une confiance qui a été trahie. Là, on tient notre acte fondateur. Nous ne sommes pas en démocratie et nous avons été des millions à vivre cette même expérience, à avoir la même certitude, même si on n'en parle pas dans les plateaux télé. Nous, les laissés pour compte de la désindustrialisation, de la financiarisation de l'économie, nous avons parlé, mais nous n'avons pas été écoutés. Pourquoi ? Précisément parce que c'est la finance qui dirige. Et quelques mois plus tard, ce même sentiment, un peu différent, dans un autre contexte, va apparaître en France. Et pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, on a appelé les copains et du coup, on va vous raconter ce qu'ils nous ont dit. Fin 2005, voilà le contexte. On est dans les banlieues parisiennes, celles construites après la guerre pour fournir des régiments d'ouvriers aux usines locales dont les cités portent parfois le nom. Les parents des jeunes qui traînent en bas des tours ont bossé toute leur vie pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont repartis ensuite à l'usine faire les 3-8. Sauf que la désindustrialisation est passée par là, et donc ça pousse les parents à tout sacrifier pour essayer de s'en sortir. Les cités, elles sont remplies de jeunes qui doivent assumer des 8 ans de gérer la famille pendant que les parents sont au travail. Il y a les darons endurcis par le BTP et le manque de loisirs. Il y a les mères, femmes de ménage, qui s'occupent de tout sauf d'elles. 100 ans pour apprendre à lire et qu'on méprisait quand elle demandait aux autres dans le métro. Quand est-ce qu'on arrive à Montparnasse ? La génération des grands-parents a été bouffée par l'usine, celle des parents par les métiers de merde, par le stress, par l'angoisse. Et maintenant, les jeunes de 2005, eux, ils n'avaient pas de taf, ils n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient pas de service public, ils n'avaient rien à faire, aucun loisir. Tous ces sacrifices ont été faits pour en arriver là. Et évidemment, ça fout un peu la rage. Surtout quand, à quelques stations des tours HLM des cités, il y a la Défense, avec ses immenses tours d'affaires et ses centres commerciaux. Paris concentre la richesse et l'activité économique quand les banlieues, elles, anciennes cités ouvrières, sont vraiment dépossédées de tout. Enfin, sauf des flics, bien sûr. La pauvreté, elle mène au petit larcin, elle est réprimée par la BAC qui ne résout jamais les problèmes et envoie des gamins en tôle en rajoutant la violence et la répression à la pauvreté. À ce moment-là, il n'y a aucune issue, mais il y a quand même des gens qui commencent à en parler. Quand les parents, eux, avaient investi les radios libres ouvrières dans les années 70 et 80, les jeunes, nous, on va avoir Internet, qui permet à chacun de parler sans contrôle. MySpace et surtout Skyblog, un réseau social où on peut écrire avec des fautes d'orthographe sans que personne te fasse chier. Et puis Skyrock, qui va donner la parole aux gens et diffuser le rap, qui va verbaliser la rage, permettre de comprendre la situation et créer un discours de contestation. Partout les mêmes clichés, mêmes quartiers chauds, le même shit dans les chaussettes, les mêmes fachos, les mêmes chiens sans laisse, les mêmes chiennes, les mêmes biches grillées, les mêmes HLM, le même amour pour le cash, les mêmes lâches, les mêmes pompes qui lynchent, cache ton roro. Ici on arrache les chaînes, Sauron en képi traînent partout les mêmes chouilles moraux. Ni de droite, ni de gauche. Et ni SOS Racisme qui veut ramener les électeurs des cités au PS. Le clivage, il est dépassé. Les institutions, c'est terminé. Il y a vraiment un nous qui commence à apparaître. Et ce nous va commencer à bouger. Ce nous, c'est qui ? C'est ceux qui ont vécu dans la même cage d'escalier, c'est ceux qui fréquentaient les mêmes bas d'immeubles. Ce nous, c'est ceux qu'on connaît, ce nous, c'est ceux qu'on respecte, ce nous, c'est ceux à qui on a confiance parce qu'on a grandi ensemble.
27 octobre 2005. Ziyed, 17 ans, et Bouna, 15 ans, meurent dans un transformateur électrique après avoir été poursuivis par la police pour aucun délit, bien sûr. Et après avoir gazé une mosquée, la rage explose. Les réseaux se mobilisent et les premières révoltes se propagent autour de Paris et partout en France. 23 jours de révolte et des milliers de voitures brûlées et de confrontations avec la police. On s'organise par SMS, il y a des discussions de quartier, sans chef, sans représentant. Tout ça médiatisé sur Skyblog pendant que les médias de masse calomnient. Ce que les potes nous disent, c'est ça. Nous, les rejetés de Paris, on va faire le siège de Paris. Nous, on va vous faire peur. Nous que vous appelez les analphabètes, là, que vous voulez nettoyer au Karcher. Nous, les banlieusards, on est là et on vous emmerde. On se rend visible, on agit, on s'organise, on laisse exprimer la rage, mais on sait pas quoi faire, ni où aller, ni comment changer la société. Et vu que personne ne nous représente à la télé, les médias écrivent leur histoire et on n'aura pas le droit à notre révolte, juste à notre émeute. Bref, les révoltes de 2005, parce qu'ils ont été en première ligne de la désindustrialisation, mais aussi parce qu'ils ont été le premier à utiliser Internet avec leur contre-culture, ont été les précurseurs de ce qui va se répéter ensuite partout dans le monde. C'est-à-dire des millions de personnes qui subissent la même galère en même temps, à cause des mêmes connards, des connards qui les insultent et les méprisent. Alors, en réaction, ces millions de gens qui sont dans les galères, ils s'organisent sur Internet et font leur propre discours. Et ça, en dehors de tout cadre institutionnel, de tout parti et de tout syndicat. Les révoltes de 2005 vont marquer un style de musique qui s'appelle le rap et qui, album après album, va totalement dépasser le rock. Et donc, on va retrouver dans les oreilles de chaque jeune la dénonciation des élites, le récit de la vie des banlieusards, la fierté des cités, la poésie, l'amitié et la misère. Aujourd'hui, les banlieusards, ce sont nos rappeurs, nos chansons et notre culture. Et même moi, le blanc de ville pavillonnaire bretonne, j'ai grandi avec ça dans les oreilles. En 20 ans, la culture française s'est transformée et s'est mélangée. Nous sommes aujourd'hui bien plus proches les uns des autres qu'on ne l'était en 2005. Et là, on arrive tout doucement à 2008. Lehman also had a hand in securing America's high-risk subprime mortgages. Race to 745 7th Avenue. I went home, turned on the TV. Lehman Brothers now go to court, where a judge will take control of the bank until its assets are sold. There is this presidential election going on. We should not be bailing out just Wall Street. We should be restoring opportunity on Main Street. And in the city of Los Angeles, the market shift intensified a crisis. Les États-Unis sont en galère après les années 2000 où s'enchaînent crise financière et choc pétrolier. Ils ont beaucoup délocalisé et pour remettre de l'argent en circulation, histoire que les ménages dépensent et relancent un peu l'économie, les banques privées, elles sont autorisées à filer des crédits immobiliers à n'importe qui, le tout s'accompagnant de publicités permanentes, de contrats illisibles et de propagande en mode American Dream, tu sais, où tout le monde devrait être propriétaire de son logement. T'as même Bush, tu sais, à la télé qui va reprendre ce truc-là. Bref, tout est fait pour pousser à maximum l'endettement privé. Et du coup, conséquence, puisque tout le monde peut acheter de l'immobilier à n'importe quel prix parce que tout le monde peut faire des crédits, et tu as tous ceux qui construisent des logements et les banques qui en profitent pour faire exploser le prix de l'immobilier. Au-delà, évidemment, du prix réel des baraques. Les crédits, les subprimes, comme on l'appelle, sont transformés en objets financiers qui circulent dans toute l'économie états-unienne. Sauf que problème, à force de faire des crédits partout, tu as beaucoup trop d'argent en circulation, ce qui a provoqué une inflation. Donc, la Banque centrale est obligée d'augmenter les taux directeurs, les taux d'intérêt des banques privées. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de choper un crédit vu que les taux d'intérêt ont augmenté. Ça produit une récession, ça produit du chômage, mais surtout le problème, c'est que ça augmente aussi les taux d'intérêt sur lesquels les États-Uniens s'étaient endettés. Ce qui fait que des millions de personnes se retrouvent avec des contrats qu'ils ne peuvent plus rembourser, ce qui produit des millions et des millions d'impayés partout dans le pays, des millions de défauts de paiement. Évidemment, ça produit une panique généralisée. Tu as plein de banques qui se retrouvent avec des contrats qui ne valent absolument plus rien, ce qui fait que, en fait, ils n'accordent plus aucun crédit immobilier. Tu as les prix qui s'effondrent et du coup, même les banques qui hypothèquent les baraques, en fait, vu que ces baraques ne valent plus rien, ces banques sont dans la merde. Aux États-Unis, on a des scènes filmées, constamment répétées dans les médias, évidemment, de familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent SDF. On a des vidéos de gens qui sont au chômage à cause de la récession et d'effondrement des banques et compagnie, et qui se retrouvent du coup en incapacité de payer leur loyer. Et tu as les huissiers qui viennent chez eux et qui leur disent « les gars, vous avez 15 minutes pour déménager, je change la serrure ». En fait, il faut bien se rendre compte de la violence du truc. Tu as des millions de familles aux États-Unis
qui ont toujours respecté les règles du capitalisme états-unien, qui sont allés au bout du rêve états-unien, qui se croyaient protégés par leur travail, par leur crédit, par leur maison, etc., et qui se retrouvent du jour au lendemain brisés et traumatisés. Il faut vraiment se rendre compte de la violence de ça, de ce que ça implique dans les têtes, de ce que ça transforme dans les mentalités, dans les imaginaires. Et évidemment, comme en 2001, le traumatisme de 2008 va être constamment répété, constamment aggravé, rallongé par les médias qui vont en profiter pour essayer de capter leur audience et pour vendre un maximum de publicité. Et tous les acteurs qui avaient de près ou de loin des rapports avec les subprimes s'effondrent. Les investisseurs, ils paniquent, ils retirent leurs billes, ils font chuter les cours de tous les marchés, demandent des liquidités aux banques qui tombent en faillite. Et vu qu'elles sont toutes connectées, en fait, c'est le réseau interbancaire qui se pète la gueule. Surtout que 2 ans après, rebelote. Les pays du sud de l'Europe, bouffés par la concurrence de la France et de l'Allemagne, elles peuvent plus emprunter sur les marchés financiers pour importer des marchandises produites par les multinationales du Nord. Et c'est là où il y a eu la merde avec la Grèce, là. Le FMI a imposé des plans d'austérité, sauf que les Grecs, ils ont refusé à travers le référendum. Mais bon, après un très gros chantage économique et une trahison de Tsipras, l'Europe a bien imposé l'austérité à la Grèce, et ça jusqu'en 2017. La finance l'a encore emporté face à la décision du peuple. L'État a clairement choisi son camp. Et là encore, on suit tout ça à la télé, impuissant, se demandant « mais qui sera le prochain pays sur la liste ?» Et là, il y a un problème majeur, c'est que en réalité, le FMI, c'est mignon, c'est bien, ils prêtent de l'argent aux Grecs parce qu'ils n'ont plus de liquidité, très bien. Où est-ce que le FMI chope ce pognon-là? Parce qu'en réalité, le FMI ne possède pas d'industrie et ne prélève pas d'impôts. Donc en gros, elle, lorsqu'elle emprunte sur les marchés financiers, parce que c'est ce qu'elle fait quand elle donne de l'argent aux Grecs, quand elle emprunte sur les marchés financiers, c'est pas elle qui se porte garant, c'est tous les États qui la composent. Bon, avec des trucs un peu compliqués, mais grosso merdo, c'est les États européens principalement. Donc en réalité, quand le FMI emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour le prêter à la Grèce, en réalité, ce sont les pays européens qui empruntent sur les marchés financiers pour les donner à la Grèce. Sauf que le problème, c'est que la Grèce se pète la gueule, oui, l'Irlande aussi, le Portugal aussi, mais la France et l'Allemagne ne sont pas très bien non plus, parce qu'eux aussi, ils subissent la crise financière. Et eux aussi, ils ont des difficultés à emprunter sur les marchés financiers. Donc, on se retrouve déjà, dès 2008, dans une situation où ceux qui sont censés aider les pays pauvres sont en incapacité de le faire parce qu'ils ne peuvent pas emprunter sur les marchés financiers, parce que chez eux, c'est la merde. Donc, il faut trouver une solution. Et l'Europe va trouver une solution, et notamment la Banque Centrale Européenne. C'est quoi cette solution? La solution, c'est que la Banque Centrale Européenne va imprimer des dizaines de milliards d'euros par mois pour acheter sur les marchés financiers tous les bons du Trésor qui ont été émis par les différents États européens. Et donc là, on se retrouve dans des scénarios un peu étranges, en vrai. Un peu étranges. Pourquoi? Parce que, en gros, la France va participer au financement du FMI en émettant des bons du Trésor. Ensuite, le FMI, avec ses bons du Trésor, donc avec l'argent des financiers, va donner cet argent aux Grecs. Les Grecs vont pouvoir rembourser les marchés financiers avec ces mêmes bons du Trésor qui vont être ensuite rachetés par la Banque centrale via la pression monétaire. Et ensuite, la France va faire pareil pour son propre budget, etc. Et à chaque fois que les pays s'endettent, en fait, c'est la Banque centrale qui compense avec le rachat de ces bons du Trésor. Ce qui fait que quand les marchés financiers achètent des bons du Trésor en sachant pertinemment que la BCE va les racheter, en fait, ils ne courent aucun risque. C'est des bénéfices absolus immédiats. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun risque. Donc, les taux s'effondrent. Ce qui fait que les différents États européens peuvent emprunter à des taux à 0% et même à des taux négatifs parfois. Et tout ça, ça n'a aucun sens parce qu'on devrait fermer les marchés financiers, récupérer le pognon, les distribuer pour faire en sorte qu'ils circulent en permanence sans qu'on ait besoin de se plier comme ça aux règles du marché financier. Mais bon, c'est le système qu'ils ont choisi de faire, ça n'a aucun sens, ça renforce le marché en permanence et surtout, ça ne règle pas le problème. Parce qu'en fait, on va s'endetter, oui, mais ça va être juste les impressions monétaires qui vont compenser, ce qui va faire qu'il va y avoir énormément de liquidités dans les marchés financiers et donc des bulles spéculatives énormes, bien plus grosses qu'en 2008, qui vont prendre de la force, qui vont continuer, qui vont gonfler et qui vont péter à un moment ou à un autre. Donc en fait, on ne résout pas le problème, on le reporte de quelques années en espérant que ça passe. Et quand même, je tiens à le signaler, toutes ces réunions, toutes ces organisations financières complexes, pourquoi ? Pour que les banquiers, que les fonds de pension puissent continuer à spéculer sur la bourse, sur nos prix des loyers, sur nos services publics, etc. On se met à genoux devant un système qui est en train de nous bouffer. Les États sont alors en austérité permanente quand les acteurs privés, eux, sont noyés des liquidités de la BCE. Le marché financier, il remplace alors l'État dans son rôle d'investisseur.
Entre la privatisation des maisons de retraite qui s'accélère, comme celle des campus universitaires, les retraites, les infrastructures énergétiques, les hôpitaux, et avec elle, la perte de qualité de service et l'augmentation des prix, donc de l'inflation. Et toi-même tu sais, ça s'est pas arrangé avec le temps. Donc, pour les pays, ces crises-là, ça renforce le chômage, ça renforce l'austérité, ça renforce la pauvreté. Et pour nous, dans notre vie quotidienne, en fait, c'est des licenciements, c'est des galères inimaginables, c'est des divorces aussi, ça on n'en parle pas assez, mais les divorces dus au chômage, c'est quand même des vies qui sont brisées, c'est des gardes d'enfants qui sont perdus, et surtout, c'est des suicides de masse, parce qu'en fait, tu as des milliers de personnes au même moment qui se retrouvent sans solution. Ouais, ça a des conséquences en fait, la spéculation des putains de financiers. C'est l'affaire France Télécom où, pressurisé entre un management criminel qui pousse à la démission et la peur du chômage en pleine crise financière, 35 personnes se suicideront. Pareil pour les chômeurs d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que les politiciens disent qu'on a un problème avec la valeur travail, histoire de bien faire culpabiliser individuellement, ce qui est en fait la responsabilité des foutues banques. Tout ça parce qu'on laisse des banquiers et des financiers être au centre de tout. Leur dette, elle est illégitime, mais nos galères, elles sont réelles, quotidiennes, permanentes. Et on l'apprend tous par le traumatisme de 2008. Bref, la crise financière produit des crises mondiales qui transforment la vie de millions de personnes et pas en bien. Et ça se passe sans que jamais, à aucun moment, le problème de fond ne soit résolu. On ne fait que gagner du temps avec des opérations financières toujours plus complexes et avec une austérité toujours plus forte par les différents États. Et à chaque fois qu'on imprime des dollars pour le marché financier, c'est le marché financier qui se renforce parce que c'est eux qui ont les liquidités et c'est eux qui peuvent soumettre les États après. Et à chaque fois qu'on fait plus d'austérité dans nos pays, c'est la finance aussi qui arrive parce que c'est la seule qui est capable d'investir et donc c'est elle qui va gérer les maisons de retraite, c'est elle qui va gérer les campus universitaires, c'est elle qui va gérer l'énergie, etc., etc. Chaque action qu'on fait renforce la finance, donc renforce le problème et renforce la crise qui va venir quelques années après. Et en parallèle de cette dynamique financière, avec ces crises, etc., tu as une autre dynamique qui se renforce à partir de 2008, c'est celle de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Côté États-Unis, l'État investit malgré la crise des milliards de dollars pour leur industrie pétrolière et gazière avec le schiste. Et ça détruit les nappes phréatiques, les paysages et les travailleurs, mais ça vaut carrément le coup puisqu'ils deviennent les premiers producteurs de pétrole au monde. Ils font écrouler le prix du pétrole, ce qui permet une petite relance économique entre 2014 et 2016. Bon, après, il faut trouver des clients, ce qui n'est pas facile quand l'Europe est perfusée de pétrole et de gaz pas cher russe. Ah là là, on se demande bien comment ça va finir tout ça. Les États-Unis n'ont plus besoin d'importer du pétrole. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent leurs troupes du Moyen-Orient et qu'ils amorcent ce qu'ils ont appelé le pivot asiatique, c'est-à-dire orienter leurs troupes et leur diplomatie vers un ennemi qui commence à prendre beaucoup de place. Son ennemi, la Chine, qui profite des crises financières occidentales pour se renforcer. Elle s'ouvre déjà politiquement au reste du monde avec, rappelle-toi, les JO de Pékin de 2008. Et elle va lancer aussi des crédits massifs dans l'immobilier pour doper un maximum ces entreprises monopolistiques gigantesques. Ça construit sur toute la Chine, et trop même, au point où la Chine envoie partout dans le monde ses travailleurs pour construire des infrastructures. Aéroports, ports, villes, usines. Et elle devient même alors le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais aussi son premier créancier, remplaçant le rôle du FMI. Une Afrique qui se met à importer massivement des marchandises chinoises, ce qui permet à la Chine la conquête de nouveaux marchés et de continuer à croître tout en négociant des exploitations de mines pour toutes les matières premières, pour continuer à croître. Et même logique en Amérique latine. Et la tâche sera d'autant facilitée que pendant ce temps-là, en parallèle, les États-Unis et les Européens, ils bombardent la Libye, ils bombardent la Syrie, ils font des interventions un petit peu partout et organisent des coups d'État. Évidemment, les pays sous sanctions états-uniennes, sous blocus états-unien, comme Cuba, comme Venezuela et comme l'Iran, se tournent naturellement vers la Chine. Ce qui réduit d'autant plus l'efficacité des blocus. Mais surtout, ce sont les oligarchies africaines qui décident de s'orienter massivement vers la Chine. Pourquoi ? En fait, parce que la Chine ne propose pas à la
différence du FMI, des plans d'austérité contre son aide. Ce que fait la Chine, c'est envoyer des ouvriers pour construire des usines, développer des marchés pour qu'elles puissent continuer à grandir économiquement. Et les oligarchies africaines y voient un moyen de se sécuriser, de développer leur pays à pas de frais et de continuer à gouverner malgré tout. Et en plus de ça, ça évite de tenter le diable avec l'armée états-unienne. Et même au-delà de ça, c'est que maintenant, les pays africains ont le choix entre les États-Unis et la Chine. Et du coup, ils peuvent jouer au chantage, ils peuvent jouer aux négociations entre les deux. Ce qui fait que les États-Unis et l'Europe sont, concurrencés par la Chine, donc ils perdent de marché. Et même sur les marchés sur lesquels ils sont, puisque les pays africains peuvent négocier, en fait, ils perdent des rendements, ils perdent la capacité de négocier des contrats qui leur apportent beaucoup d'argent. La Chine commence alors à délocaliser des usines et à gérer le transport de ses propres marchandises pour se mettre à l'abri de toute sanction. Elle investit aussi massivement dans les nouvelles technologies. Elle multiplie les partenariats avec les industriels européens qui sont ravis de profiter de la main-d'œuvre pas chère et qui peut rattraper comme ça son retard technologique. Et c'est précisément cette logique de saturation du marché intérieur, de monopole privé et de conquête des marchés étrangers, qu'importe les moyens, qu'on appelle sur cette chaîne l'impérialisme. Et ce projet chinois annoncé en 2013, il a un nom, la nouvelle route de la soie. La Chine met au défi les États-Unis et veut imposer son modèle à elle, avec son intérêt à elle, avec ses institutions qu'elle gère elle-même, avec ses banques, ses accords et ses entreprises. Donc tu as d'un côté les États-Unis qui deviennent indépendants en termes de pétrole, qui se désengagent du Moyen-Orient et qui commencent leur pivot asiatique contre la Chine. Et de l'autre côté, tu as la Chine qui s'impose comme superpuissance politique et économique et qui va à la conquête des marchés mondiaux. Et entre les deux, tu as l'Europe qui, faute de financement, qui, bouffée par la crise financière, ne fait rien d'autre que céder du terrain, que ce soit aux États-Unis ou à la Chine. Elle se met à accepter tous les investissements chinois qui s'offrent à elle et elle cède en permanence au chantage économique des États-Unis en vendant les précieuses entreprises européennes. Et si tu as suivi cette affaire, on pense à l'affaire Alstom notamment. Bref, concrètement, à partir de 2008, nous commençons à assister à un nouveau partage du monde. La Chine n'est plus un pays usine, c'est un pays qui a des ambitions impérialistes et qui veut devenir une sorte d'États-Unis asiatique. C'est alors le début de la guerre commerciale déclarée entre les États-Unis et la Chine et qui ne va que s'accélérer avec le temps. Les États-Unis se rapprochent de l'Europe, la Chine de la Russie à travers des gazoducs et la logique de bloc commence à devenir une réalité. Et donc là, on voit qu'il y a une dynamique. Tu as la crise financière qui s'entre-alimente en permanence avec la guerre impérialiste que se préparent les États-Unis et la Chine. Et cette situation, ça va provoquer une réaction, celle du peuple qui va s'organiser sur Internet. Bon, déjà en 2008, tout le monde peut créer son blog ou sa chaîne YouTube. La parole, elle est plus captée par l'État et les milliardaires. Alors on s'en donne à cœur joie. Les professionnels, ils créent leurs journaux en ligne sans aucun frais d'impression, comme Mediapart. Quand les anonymes, on crée plein de sites et plein de vidéos qui vont questionner de 1000 façons l'ordre en place, dans un discours d'opposition aux médias de milliardaires. Et c'est aussi à cette époque qu'on découvre l'autre facette d'Internet. Snowden et puis Assange nous révèlent l'espionnage de masse. Nous sommes tous sur écoute. Internet permet à la fois de s'exprimer, de s'organiser entre nous, mais ça permet aussi un renforcement de l'autoritarisme du pouvoir. Internet, c'est une arme à deux lames dont on apprend peu à peu à se servir. Et surtout qu'en réalité, on n'a plus trop d'endroits pour parler politique. Les bars, en général, ils sont fermés, et puis c'est pas la même ambiance qu'avant, la télé ne fait pas le boulot, au taf, on est dans des petites entreprises, et puis il n'y a plus vraiment de partis de masse, et puis il n'y a plus vraiment de syndicats de masse. Donc on n'a pas le choix, si on veut comprendre un monde qui semble de plus en plus dangereux, de plus en plus hors de contrôle, qui impacte de plus en plus nos vies de manière négative, et surtout un monde qui change en permanence, si on veut le comprendre, ce truc-là, il va falloir aller sur Internet. Un nouveau monde politique se forme. Chouard, Lepage, Soral débarquent en France et politisent des centaines de milliers de personnes. On écoute Chouard et la critique de Chouard. On en fait une synthèse et vu qu'il y a toujours des nouvelles vidéos, de nouveaux influenceurs, on change d'avis, on se nourrit, on se transforme. Et on a même Wikileaks qui, avec un site et un peu de débrouille, permet de divulguer 10 millions de documents confidentiels, notamment des crimes de guerre états-uniens. Internet, en fait, il permet de révéler la vérité et quand elle s'exprime, c'est encore une fois tout le système médiatique, économique et politique qui s'unit contre celui qui en est le porte-parole. En 2008, on a donc à la fois une espèce d'émulation politique incontrôlable et une crise financière mondiale inédite causée par les banquiers et un détachement de plus en plus appuyé entre le peuple et les élites. Et évidemment, ce mélange, ça va péter. Dès 2008, en Grèce, la crise elle a poussé des milliers de jeunes au chômage, qui ont vu leur famille aussi se faire faucher par la crise
crise et qui se sont retrouvés dans la rue, dans des batailles urbaines contre la police. Accompagnés de manifestations pacifiques contre les violences policières qui ont quand même tué un ado de 15 ans à balles réelles, ils ont un slogan « Contre le système ». Nous, on a juste voulu vivre de notre travail, c'est à eux de payer. Les syndicats, ils tentent de contrôler le mouvement, mais les manifestations sont massives et les jeunes restent occupés les places publiques. Ils parlent entre eux pour comprendre ce qui se passe, ils s'organisent et ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'eux. Mais tout ça, c'est qu'un avant-goût de quelque chose d'encore plus grand. Situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Depuis 12 jours, des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants, notamment de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. Pas de travail. C'est le cri de désespoir lancé à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010. Mine de rien, on l'a peut-être oublié, mais les printemps arabes, c'est l'un des événements les plus marquants du XXIe siècle. Et tu te souviens quand on parlait de 2005, on parlait d'un peuple qui se mettait en action, qui se définissait ni de gauche ni de droite, mais comme victime de la financiarisation pour la démocratie et contre le système politico-médiatique et essaie de lui faire avaler n'importe quoi. Un peuple qui commençait tout juste à s'organiser sur Internet. Et là, on va arriver dans une situation qui est à peu près similaire avec les printemps arabes. Sauf que la crise de 2008 est passée par là, qu'il y a une inflation de malade, qu'il y a un chômage de malade et qu'en plus, en face d'eux, c'est pas un système politico-médiatique avec Sarkozy, Hollande, où tu as un peu des nuances ou machin. Là, tu as un gros dictateur dont la détestation fait l'unanimité dans le peuple. Et sans oublier la petite variable qui va tout changer, c'est le développement d'Internet. Avant, on devait faire des petits blogs pour essayer de se faire comprendre, ou alors des skyblogs. Et à partir de 2008-2010, c'est Facebook à fond qui permet de créer des événements et discuter beaucoup plus facilement. Et donc, c'est ce mélange à la fois de dégagisme contre le dirigeant, à la fois de réaction par rapport à l'immense crise économique et le développement d'Internet qui va produire les printemps arabes qui vont commencer fin 2010 en Tunisie. Là-bas, puisque aucun parti ou syndicat ne pouvait contester et dégager le gouvernement, alors fallait bien qu'on s'en occupe nous-mêmes. Des millions de gens sont descendus dans la rue, pas à l'appel d'un parti, mais grâce à des événements Facebook. Les médias, ils nous donnent pas la parole? Ok, on va la prendre sur place publique en occupant, en étant visible, comme pendant nos révoltes de 2005, et sur Internet en multipliant les témoignages. Prendre la parole pour se rassurer. Ouais, on vit tous les mêmes galères et ouais, on peut se faire confiance pour agir ensemble. Il y a des slogans qui apparaissent d'eux-mêmes. Dégagisme, démocratie, vie digne. Simple, efficace, basé sur ce que les gens ont tous vécu seuls devant la télé et se sont dit entre eux. Ni représentants, ni organisation formelle. Les décisions, elles se prennent d'elles-mêmes, parce que les gens, ils se parlent, parce qu'il y a une force collective qui, d'un coup, pousse des millions de personnes à faire la même chose et à vouloir la même chose. En fait, on est dans une situation qui est totalement inédite entre la crise financière, la crise impérialiste, le fait que les gouvernements ne peuvent plus mentir comme avant et que le peuple peut s'organiser de lui-même, de sa propre initiative, sans dépendre de personne. Cette situation, elle est unique et c'est précisément pour ça qu'elle produit des événements uniques. Dès 2011, dans une dizaine de pays arabes, des manifestations géantes éclatent et toutes ont les mêmes caractéristiques. Auto-organisées sur Internet, sans représentants, qui occupent les places publiques, qui donnent la parole, ni de gauche ni de droite, qui s'identifient comme le peuple contre le système et qui réclament la démission du dictateur, la démocratie et la vie digne. Et toujours, le mouvement est incorruptible. Le pouvoir, il ne peut pas régler ça avec des négociations parce que le peuple refuse spontanément de désigner des représentants. C'est alors impossible d'influencer les revendications. Tout le monde a les mêmes et les idées circulent sur Internet hors de tout contrôle. Quand je parle de peuple, je parle pas de peuple de sang, je parle pas de peuple d'histoire, tu vois, en disant oui, Napoléon, machin. Quand je dis peuple, je parle d'un acteur politique, je parle de ces gens qui tout d'un coup se rassemblent, tout d'un coup ont les mêmes revendications et agissent de la même façon avec des occupations, avec des discussions, avec des manifestations géantes, etc., etc. Ce truc qui n'existait pas avant et qui manifestement n'est ni un parti ni un syndicat, c'est ça qu'on appelle le peuple. Et c'est pour ça que lorsque tu as un peuple qui s'organise quelque part, en fait, ça se réplique partout autour, tout simplement parce que les autres pays vivent exactement la même situation puisque tu as la même crise financière internationale, que eux aussi ils ont des téléphones et que leurs dirigeants font autant n'importe quoi, ils sont coincés dans les mêmes contradictions. Et c'est ça qui est important, c'est que la formation du peuple ne dépend pas juste de l'opinion des gens, ça ne dépend pas de savoir si oui ou non c'est bien levé ce matin. Il y a des conditions matérielles qui fait que ce peuple se forme et agit politiquement. Et c'est pour ça qu'après les printemps arabes, tu vas avoir d'autres mouvements similaires qui vont avoir lieu, notamment en Europe et aux États-Unis. Ça arrive fin 2011 avec les indignés en Espagne et avec Occupy Wall Street aux États-Unis qui vont aller encore plus loin dans l'occupation.
À partir de simples événements Facebook, et c'est des millions de personnes qui se rejoignent dans la rue et qui occupent les places publiques pour parler, parce qu'il n'y a nulle part d'autre pour le faire. C'est maintenant la vie qui est auto-gérée par les gens avec des cantines et des bibliothèques. Les slogans, ils s'affinent, ils s'adaptent. On ne réclame pas la démission du dictateur, mais la lutte contre les 1% les plus riches, quand nous sommes les 99%. Nous qui ? Ni de gauche, ni de droite, nous, le peuple. Nous, les sans-avenir dans une société de chômage et d'injustice. Nous qui savons, grâce à Internet, que le système nous ment. Alors, faut s'identifier. Il y a le nom déjà, important, mais aussi la culture avec les masques d'Anonymous, issus du film V pour Vendetta, représentant la révolte et la liberté. On invente nos codes à nous, on se met en confiance, puis on parle, parce qu'on a besoin de parler, de comprendre, de s'identifier, ne serait-ce qu'un peu à cette société qui change en permanence. On voit aux États-Unis d'anciens militaires traumatisés par la guerre, abandonnés par leur pays, sans logement, écœurés des révélations de Wikileaks sur les crimes de guerre, brûlés des drapeaux états-uniens. Un média d'Internet influence une manif d'Internet. Les dirigeants peuvent juste attendre que ça se calme et réprimer avec la police. Et donc tu le remarques, c'est la même chose qui se passe partout, avec occupation de lieux publics, avec auto-organisation, avec Internet, avec la parole est libre, etc., etc. Et on va avoir le même genre de mouvement qui va arriver en France en 2016 avec Nuit debout. Et vu que c'est le premier mouvement que j'ai fait et que c'est comme ça que je suis devenu militant, je vais vous raconter ça en détail. Alors, Nuit debout, déjà, ça concernait pas tout le monde. Les révoltes de 2005, c'était les banlieusards, et Nuit debout, c'était les citadins un peu diplômés, pauvres et paumés. Paumés parce que pas de boulot, paumés parce que grandis sur Internet, et paumés parce que lâchés dans une société sans sens qui fonce tout droit sur le mur écologique. Nous, on fait partie de cette génération qui a été matraquée par l'écologie des riches, sauf que on est pauvres en fait. Donc on peut pas déculpabiliser en achetant du bio. Nous, on a juste l'angoisse climatique et rien d'autre, et du coup, on devient révolutionnaire. Et donc c'est comme ça que le capitalisme, en voulant vendre des produits bio avec des marges de 30%, produit en même temps une génération de révoltés. Et tu sais, les youtubeurs, la politique dont je te parlais avant, en fait, on les regardait tous. Et moi, par exemple, ça faisait 4 ans que je matais Chouard, Lepage, Soral, Usul, Ozokosé, Dany, tous. 4 ans à apprendre plein de choses, à changer d'avis en permanence, à grandir politiquement et à me frustrer de rester là comme un con derrière l'ordinateur. Ce qui a lancé Nuit debout, c'est vrai que c'est un appel sur Internet, mais ce qui a vraiment démarré ce mouvement social-là, c'est des manifestations syndicales contre la loi travail. Et nous, on a investi très rapidement ces manifestations et on a constaté très rapidement aussi ses limites. Déjà parce qu'on n'a pas la culture syndicale qui fait qu'on a une foi absolue en la grève et en la manifestation quoi qu'il arrive, parce qu'on a été éduqué sur Internet, et parce que aussi il y a d'autres trucs qui nous angoissent même peut-être plus que la loi travail, et ça aussi c'est lié à Internet. On partageait tous un petit peu la même culture, ce qui fait que tous, sans se parler, on savait très bien que les manifestations n'allaient pas suffire, et on savait très bien aussi qu'on avait envie de se parler, qu'on avait envie de tenter autre chose en fait. Nos youtubeurs, ils ont enfin utilisé leur position centrale d'influenceurs pour lancer un mouvement On vaut mieux que ça, qui appelait tous les Français avec une vidéo nulle lâchée de témoigner sur les travails de merde qu'on faisait en référence à la loi travail. Et ça a plutôt marché, avant même d'organiser des manifs, on a pris la parole sur Internet comme durant les révolutions. Alors on a pris confiance parce qu'on a remarqué qu'on n'était pas tout seul, et on a tous validé collectivement sans le savoir vraiment la date du 31 mars. Et après la manifestation, on est resté sur place. On a refusé la dissolution de la manifestation intersyndicale et on a occupé les places publiques. On a lancé les débats de la même façon que l'ont fait les indignés en Espagne et les États-Unis avec Occupy Wall Street. Alors évidemment, ça n'a pas marché, la loi travail est passée, il n'y a pas eu de révolution, de démocratie, quoi que ce soit. Et en Europe, globalement, il n'y a pas eu de changement institutionnel ou de dirigeants qui sont cassés ou de démocraties qui se sont installées. Et même dans les pays arabes, avec le printemps arabe, en fait, les dictateurs, ils ont dégagé. Mais sauf que le système est toujours en place, donc ils ont juste changé une tête, et puis après c'est reparti comme avant. Ça n'a pas marché déjà parce que en fait, c'est long de transformer un peuple pour qu'il soit capable de prendre le pouvoir et diriger lui-même la société, qu'il soit capable de s'organiser de manière plus efficace, de manière plus forte que la bourgeoisie en place. Ça se fait pas comme ça, et ça se fait pas juste en allant dans la rue. C'est chiant, mais c'est le cas. Et surtout, ce qui nous poussait à agir, c'était pas forcément une pleine conscience de se dire il faut transformer la société, et pour transformer cette société qui est comme ça, il faut utiliser cette stratégie à fond. On était un peu en mode vas-y, on se voit, on se parle. Donc on était content de se voir, on était content de se parler, mais quand il faut prendre une direction, quand il faut être stratégique, quand il faut se coordonner, là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Mais pas parce que c'est impossible, tout simplement parce qu'on n'a pas dans la tête les moyens qui nous permettent de faire ça.
qu'on n'a pas les idées, qu'on n'a pas les habitudes, qu'on n'a pas la culture qui nous permettent de faire ça. Et même moi, en tant que participant de Nuit debout, j'avais pas conscience de faire partie d'une histoire bien particulière et assez inédite, avec des manifestations totalement nouvelles qui ont été créées par les crises économiques mondiales, par Internet et par les crises autoritaires. On a trouvé, on a participé et on a organisé ces formes modernes de révolte, sauf qu'on n'était pas encore assez mûr pour en faire une révolution. La nuance entre les deux, pour ceux qui l'ont pas forcément, c'est que révolte, on est genre contre le dirigeant, on n'est pas content contre le dirigeant, et révolution, c'est on s'organise nous-mêmes pour prendre le pouvoir et diriger le pays, c'est-à-dire vraiment imposer une démocratie, quoi. Et donc là, on est face au défi de notre époque. Transformer ces révoltes populaires contemporaines en de véritables révolutions. Trouver la solution qui va permettre de faire ça. Évidemment, on a fait tout un paquet d'erreurs, les assemblées permanentes, l'isolement sociologique, le refus de s'organiser, le refus de fédérer, le refus de se représenter, mais c'était notre première fois, donc c'est logique si c'était pas parfait. Et à peine Nuit debout terminée, qu'on était tous là, les participants, à détester Nuit debout. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de haïr ce dont on devait faire le bilan. Oui, Nuit debout a échoué et je veux avoir 1000 arguments pour expliquer cet échec pour ne jamais refaire les mêmes erreurs. Et cette analyse, moi, je l'ai faite. Et il y a eu des milliers d'autres en France qui l'ont faite aussi. Même sans Nuit debout, on arrive à réfléchir ensemble parce qu'on a vécu les mêmes choses ensemble qui font que nous avons les mêmes réflexions au même moment. Nous avons une intelligence collective et c'est précisément pour ça que nous sommes le peuple. Et la suite, vous la connaissez. Bon, évidemment, on va parler des gilets jaunes, tu sens le truc arriver. Mais avant ça, tu as remarqué que les manifestations populaires se forment en réponse à des crises financières et des actualités internationales. Et donc, il faut qu'on étudie un petit peu ça pour comprendre l'origine des gilets jaunes. Et donc, entre 2017 et 2019, il s'est passé quand même pas mal de choses. Les États-Unis, face à la Chine, ils doivent développer leur industrie pour attirer des capitaux et récupérer les marchés, notamment européens, pris par la Chine. Pour cela, l'administration Trump, elle va largement défiscaliser les grandes entreprises pour attirer les investissements sur le sol états-unien en préservant leurs marges et en taxant massivement les importations chinoises pour augmenter leurs coûts sur le marché intérieur états-unien et donc favoriser les industries états-uniennes. L'exportation de pétrole, elle permet de bons revenus qui réinjectent dans les usines nationales. Les industries des deux côtés se développent et deviennent de plus en plus indépendantes puisque les sanctions obligent à réorganiser les chaînes de production. Et à ce moment-là, au niveau international, les chiffres sont bons. Il y a de la croissance, il y a de l'investissement, il y a des rendements. Mais ça, c'est dans leur monde à eux, les riches, d'accord ? Parce que dans notre monde à nous, une fois qu'on a quitté la télévision et les petits graphiques à la con des JT, là, en fait, on se rend compte qu'on est toujours dans la même situation. Les salaires n'augmentent pas et les prix augmentent. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure. 20 ans que les galères s'accumulent. 20 ans qu'il faut trouver toujours plus de débrouille pour arriver à bouffer. 20 ans que les médias se foutent de notre gueule en disant que tout va bien. 20 ans que les gouvernements nous disent que la situation, elle va passer, que c'est juste une crise passagère. Ça fait 20 ans que les riches s'enrichissent toujours plus et que les pauvres sont de plus en plus nombreux. Et cette situation bien précise, ça renforce le gouffre entre le peuple et le système. Et nous, on comprend que la crise de 2008, elle ne va pas s'arrêter et que si on n'agit pas pour changer cette situation, on va tous y passer. D'autant qu'on a vu l'émergence de la Chine, puis la guerre économique avec les ricains. Alors pour éviter les sanctions et l'isolement, et vu que c'est eux qui ont tous les capitaux, les technologies et les industries, il faut s'adapter. Il faut que chaque pays choisisse son camp, les États-Unis ou la Chine. On avait parlé de l'exemple du Sri Lanka dans une vidéo qui, pour avoir accès aux aides du FMI, avait dû se spécialiser dans son économie sur l'export de thé, avec un déficit permanent qui les rend dépendants de la dette et donc des marchés financiers occidentaux. Avec le chantage financier, avec le chantage industriel, avec le chantage militaire, en fait, plus tu te rapproches des États-Unis ou de la Chine, plus tu dépends d'eux. Et plus c'est eux qui vont imposer leur intérêt sur ton économie, sur ton pays. Ce qui fait que les gouvernants ne dirigent plus rien du tout, en fait. On suit la ligne des États-Unis en permanence. Et rajoute à ça le fait que la financiarisation a enlevé tout pouvoir possible aux gouvernants en enlevant toute capacité à choper du pognon, on se retrouve dans une situation où, en fait, toute la société n'est là que pour
servir les intérêts des riches. Surtout quand tu vois la tête de nos dirigeants tous plus corrompus les uns que les autres, c'est pas eux qui vont changer quoi que ce soit à ce système-là. Bref, qu'importe où on regarde, on est dans une putain d'impasse. Plus on avance dans le temps et plus gouverner un pays, c'est vraiment devenu une action comptable au service des financiers. Et quand la population elle râle des conséquences, il y a un état policier pour le réprimer, avec derrière le système médiatique des milliardaires, nous imposant toujours les mêmes éditocrates et leur gueule de vie d'ordure pour nous faire avaler la pilule. Le clivage gauche-droite, il perd tout son sens dans la réalité. C'est ce système-là, les financiers, ce jeu impérialiste, les politiques, les médias contre nous, le peuple qui subissons les violences. Bref, la situation, elle est très tendue et on a la rage. Sauf que, les élections présidentielles, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? 2 événements importants. Le premier, Emmanuel Macron. Rappelle-toi les printemps arabes. Qu'est-ce que je te disais? Je te disais que l'union du peuple avait été beaucoup plus facile parce qu'en phase 2, il n'y avait pas un système politico-médiatique avec la gauche, la droite, les machins, les trucs. Tu avais Bouteflika, le dictateur qu'il fallait dégager. Donc il suffisait de dire Bouteflika dehors pour que tout le monde soit d'accord. C'était le slogan qui unissait tout le monde. En France, on n'avait pas ça. Sauf qu'Emmanuel Macron arrive. Emmanuel Macron, le financier qui vient de la banque Rothschild, rempli de mépris de classe, de langue de bois, le gars insupportable qui est propulsé par les médias de milliardaires pour servir les intérêts des milliardaires et qui est financé directement par le monde de la finance, ce type-là représente tout d'un coup tout ce qu'on déteste. Et là, on trouve en France la plus belle définition du peuple qu'on n'a jamais trouvée, c'est-à-dire le peuple, c'est tous ceux qui détestent Emmanuel Macron. Dès le fait que Macron est arrivé, on avait trouvé notre slogan, on avait trouvé le début de tous les raisonnements sur lesquels on va pouvoir articuler toutes nos idées. Puis Mélenchon. Crédité à 5% des intentions de vote, il opte pour une stratégie proche des mouvements populistes, comme il le dit. Campagne orientée sur l'action, pas de tambouille de partis politiques, pas de carte partisane, pas de référence de gauche, une campagne articulée contre les médias, contre la Ve République, contre la finance, organisée sur Internet avec une grande liberté d'action, avec la ligne qui est donnée en vidéo sur YouTube sans intermédiaire partisan. Ça collait vraiment bien comme suite à Nuit debout. Ce qui fait qu'on a été beaucoup à rejoindre cette campagne-là, et même beaucoup trop, dans le sens où on n'aurait pas dû rejoindre un candidat, même s'il ne s'affichait pas comme ça, de gauche, tu vois, après ce qui s'est passé avec Hollande, après les échecs qu'il y a eu, etc. Pourquoi il y a eu un tel enthousiasme? En fait, je crois que c'est parce qu'il y avait quelque chose comme le peuple derrière, comme il s'est passé en 2005, tu vois. Référendum de 2005, nous, on ne pouvait pas s'organiser entre nous par les réseaux comme ils avaient fait dans les printemps arabes, du coup, on soutenait ceux qui portaient notre voix. Et bien là, au présidentiel, évidemment, on ne pouvait pas tous se mettre d'accord et s'organiser pour trouver un candidat et gagner ces élections. Du coup, on a investi le candidat qui avait le discours et les idées qui étaient le plus proches de ce qu'on voulait faire. Et là, Mélenchon, il avait été malin parce qu'il avait repris ces codes-là, parce qu'il avait analysé que la situation avait changé et qu'il ne s'agissait plus de faire gauche-droite, mais de faire peuple contre élite. Entre parenthèses, situation qui a d'ailleurs beaucoup changé en 2022 sur les présidentielles et surtout sur les législatives. On est reparti sur un truc union de la gauche. Bref, la France Insoumise à ce moment-là, c'était une organisation avec 2-3 personnes, avec beaucoup de système D et des vidéos YouTube, qui a réussi à passer de 5% d'intention de vote à 19% et être à 600 000 voix près du second tour. Après, coup dans la tête, Macron est élu et il passe 1000 et une réforme à la con. Et vu qu'il est seul aux manettes à représenter les financiers, il peut se permettre de faire aucune compromission. C'est pas comme si Bernard Arnault avait un concurrent à lui opposer ou que les Bourges étaient en désaccord avec son programme. Donc réforme loi travail, cheminots, fac, tout passe. Les partis, les syndicats et les associations de gauche font des grèves sans succès, mais ils vont s'associer pour une manif annoncée comme historique, la marée populaire. 1 million aux Champs-Élysées, disait Mélenchon. Sauf que, énorme bide, la gauche est impuissante. Le FN entre en phase végétative, parlementaire, à son habitude, donc il n'y a vraiment personne pour arrêter Macron. Et Macron, il jubile avec ses amis. Rajoutez à ça les attentats du Bataclan de 2015 qui ont justifié par le traumatisme collectif l'instauration d'un état d'urgence permanent. Et voilà, on obtient un président qui a tous les pouvoirs et tous les soutiens de la classe financière de ce pays. La télé nous dit que tout va bien alors qu'on le sait, on le sent, tout s'empire.
Et là, on commence à remarquer quand même que ce petit Macron là, il se fout royalement de notre gueule. Ce petit con prétentieux, ce connard là, il se paye notre tête en permanence. Et nous, on n'aime pas trop ça. Nous, les prolos. Nous, à qui on ne donne jamais la parole. Nous, les oubliés. Nous qui avons été relégués dans les périphéries parce que ces connards des riches n'ont cessé d'augmenter les loyers pour chasser les pauvres des centres-villes. Et nous, on se retrouve à faire parfois 2 heures de route par jour pour aller au seul taf disponible à Pôle emploi. Tout ça pour un salaire de merde qui n'augmente jamais et qui va se retrouver cramé dans un essence et un diesel qui, eux, n'arrêtent pas d'augmenter. Nous qui devons subir des contrôles techniques toujours plus sévères parce que quelques connards de politiciens ont décidé qu'on devait tous acheter des voitures neuves alors qu'on n'a pas les thunes pour ça. On a des thunes pour rien et de toute façon, tout autour de nous, c'est fermé. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien, il n'y a plus de resto, on n'a plus de thunes, tout est fermé ou tout est trop cher, d'accord? C'est ça notre réalité aujourd'hui. Et ces connards de politiciens, ils le disent, ils se foutent de notre gueule, ils disent qu'on vote mal, ils disent qu'on éduque mal notre gamin, ils disent qu'on travaille mal, ils disent qu'on gère mal notre budget. À chaque fois, ils font dans la provocation. Ceux qui sont censés nous représenter se foutent de notre gueule et ils nous disent à un moment donné, vous allez devoir payer l'écotaxe parce que c'est pour l'écologie, alors que c'est juste pour s'en foutre plein les poches à ces connards. Et c'est nous qui devons payer en permanence et assumer toutes les galères qui vont derrière. Sauf que ça, c'était avant. Parce que maintenant, c'est terminé. On ne se laisse plus faire. Et oui, on est des boomers. Oui, c'est vrai. Et on a Facebook. Donc, on va commencer à parler. Et on va commencer à s'organiser. Et on va répéter un même schéma sans forcément le vouloir, qui va nous mener à organiser un petit truc. Un tout petit truc. Entre payer les impôts locaux, les impôts, toutes les taxes, on vit plus. C'est simple, on ne vit pas. Les gilets jaunes triompheront, ça a été tagué sur l'Arc de Triomphe. Les violences policières, je les trouve anormales. C'est l'agression contre les agents. Voilà, Macron massacre son peuple. Et je veux vous le dire d'emblée. Ces violences ont profondément troublé la nation. Comme Nuit debout avec On vaut mieux que ça, il y a plein de témoignages qui commencent à arriver sur Facebook, en live notamment, avec ces mêmes portables que la pub de merde nous a fait acheter il n'y a pas si longtemps que ça. Sur les réseaux, on va gueuler notre rage et notre détresse. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'avec les smartphones, il suffit que les oubliés parlent pour que tout le monde les entende. Alors on parle et on se partage encore et encore sur Facebook, puis à nos amis. Et forcément, dans le lot, t'as plein de trucs qui se lancent, notamment une pétition. Et voilà, on a notre truc à faire, notre truc qui va nous unir, la pétition. Alors ça aurait pu être totalement autre chose, hein, mais c'est ça qui est devant nous. Et comme en 2005, on va se réapproprier ce qui est disponible, ce qui est accessible, et du coup on va s'investir totalement dans cette pétition. De la pétition, tout le monde en parle, sur internet, mais aussi dans les tabacs, au bar, au taf. Il y a nos potes, notre famille, nos collègues, les gens qu'on aime et qu'on respecte qui nous le disent. Ça va péter, il y a de l'électricité, ça va péter. Ça y est, on y est. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud. Ça va motiver, ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. À ce moment-là, il y a quelque chose en nous, Français, qui a pris feu. On met le gilet jaune sur le pare-brise pour se compter, pour se donner confiance. Et on voit qu'on est des millions. Alors on monte des groupes locaux. Et comme Choir en 2005, il y a des gens que rien n'appelait qui sont devenus militants. Et qui ont fait le taf de discours et d'unité dont on avait besoin. Rodriguez, Flyrider, Drouet. Donc on était tous d'accord pour bloquer ce putain de pays. Il nous fallait juste une date. Et cette date, ce sera quoi? Ce sera le 17 novembre 2018. Et puis on sait. On sait qu'il faut porter ce gilet jaune. On sait qu'il faut ramener un drapeau français. On sait qu'on doit chanter « On est là ». On sait qu'on a besoin de ça pour être des millions. On sait qu'il faut rejeter les syndicats et les partis parce qu'on sait tous qu'on doit être indépendant si on veut réussir pour que personne ne nous fasse jamais la leçon. Pour qu'on n'ait rien à négocier avec personne. Et on sait qu'on doit parler du RIC parce que le manque de démocratie est ce qui unit le peuple. On sait qu'il va falloir faire beaucoup de choses pour se faire confiance et qu'il ne faut donc faire de compromis sur rien. On sait qu'il faut bloquer les ronds-points, on sait que les lieux dont on a besoin pour se parler, il faut les construire. Alors on monte des cabanes comme des gosses et on y passe des centaines d'heures. On voit les gens venir nous apporter du café chaud et puis rester et puis devenir nos frères. Sur les ronds-points, on reforme le pays. Et si certains pensaient que les médias allaient nous soutenir, ça a viré dès le début à la propagande. Entre BFM qui nous insulte et les flics qui nous matraquent, on a vite deviné qu'il fallait pas compter sur eux, donc on crée nos propres médias, on filme toutes nos manifs, nos ronds-points, nos réunions. Et on sait qu'il faut s'organiser démocratiquement, on sait qu'il faut inclure tout le monde.
Puis on sait qu'il faut aller à Paris, on sait qu'il faut aller aux Champs-Élysées, on sait qu'on doit cramer des trucs pour faire flipper les bourges et arrêter leurs flics. Puis on sait qu'il faut écrire « Les gilets jaunes triompheront sur l'Arc de Triomphe ». Bah ouais, on assume, hein. Nous on écrit ce qu'on pense sur l'Arc de Triomphe, hein. Ça change de la langue de bois politicienne. Et tout ça, on le sait, pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce qu'en fait, ça fait des années et des années qu'on vit les mêmes expériences, qu'on regarde les mêmes télés, qu'on a la même colère, qu'on a le même honneur que rien ne soumettra. En fait, c'est notre vie qu'on a en commun et c'est pour ça qu'on pense exactement la même chose au même moment. Et on sait tous ensemble au même moment que la situation est grave. Et on sait tous ensemble au même moment que c'est à nous de jouer parce que personne ne le fera à notre place. C'est ça le peuple. Ce sont des certitudes qui arrivent au même moment, ce sont des actions qui arrivent au même moment. Nous, les Gilets jaunes, on a puisé notre inspiration de partout. Nous sommes l'orgueil des banlieusards qui viennent à Paris faire peur aux bourgeois. Nous sommes la soif insatiable de savoir des militants du non au référendum français. Nous sommes la détermination des révoltés grecs. Nous sommes la masse et l'unité des révolutions arabes. Nous sommes l'organisation et la joie des occupations des indignés espagnols. Nous sommes la culture et l'identité des États-Unis d'Occupy Wall Street. Nous sommes la démocratie de Nuit debout en 2016. Mais sans les interminables réunions. Parce qu'ici, sur les ronds-points, ça s'engueule beaucoup et ça prend des décisions vite. Alors évidemment, on n'est pas parfait et personne ne l'est, c'est pas ça l'enjeu. C'est juste de voir qu'en fait, on est l'héritage de notre histoire et qu'on a rassemblé tous ces bouts de trucs qu'on a vécu ensemble pour écrire la suite de notre histoire. Et on est en train, évidemment, de construire un héritage qu'on laissera à ceux qui prendront notre suite. Les Gilets jaunes, c'est la réaction de ceux qui s'en prenaient plein la gueule en permanence. Et après des années et des années de crise en France, ça faisait du monde quand même, des gens qui voulaient se relever. Et pour la première fois, on arrive à dépasser dans un mouvement social une simple sociologie. Il y a tout le monde qui se met à bouger et on se souvient parce qu'on l'a vu. On a vu des rappeurs cracher notre rage comme en 2005 avec des gilets jaunes. On a vu un Français congolais nous offrir notre hymne. On a vu les supporters de foot nous écrire nos chants. On a vu des cinéastes nous filmer, les routiers porter notre voix, un boxeur protéger notre honneur. On a vu des stars en cagoule venir soutenir nos manifestations. On a vu nos handicapés, nos malades, nos traumatisés de guerre, nos retraités, tous pleins de force, d'honneur et d'amour, tenir nos ronds-points des semaines durant, même en hiver. J'ai vu les gilets jaunes aux Champs-Élysées hurler la Marseillaise sous le feu, la lacrymo, les LBD. J'ai vu les 75% de la population qui nous soutenait. Alors non, tout n'était pas parfait, encore une fois. Et il y aura mieux bientôt, je le sais. Mais juste laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, je nous trouvais beaux, quoi. Et puis, les gilets jaunes, c'est aussi des amis, et ça, jamais. C'est une personne qui, la première, raconte comment est-ce qu'un manque de médecins à l'hôpital a tué sa sœur il y a 2 ans. Et si elle me dit ça, c'est surtout pas pour se plaindre. Elle me dit juste pourquoi elle est là à manifester sur les ronds-points et pourquoi je peux lui faire confiance et pourquoi elle ira jusqu'au bout. Donc eux me partagent leur vie, moi je partage un peu la mienne, et puis on va en manif ensemble et on change nos vies ensemble. Adieu les pessimistes, adieu les gauchistes méprisants, adieu les râleurs qui ne proposent rien. Depuis le 17 novembre 2018, nous savons qu'on peut s'unir et qu'on peut faire de très très belles choses. Et malgré les critiques et le temps qui est passé, on n'oublie pas, les Gilets jaunes, c'est notre mouvement, c'est notre fierté, c'est notre couleur, c'est dans notre cœur quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire. Alors c'est sûr, je me souviens pas de ce que je faisais le 11 septembre 2001. Par contre, je me souviens de mon 26 janvier 2019. Le jour où Jérôme Rodriguez, parce qu'il portait un gilet jaune, parce qu'il portait notre voix, a été éborgné par la police de Macron. Et je me souviens de toutes les scènes à côté, où on voyait des gens nasser à Paris, où ils ne pouvaient rien faire d'autre que se prendre des LBD que des putains de policiers leur envoyaient en permanence, et ils ne pouvaient rien faire d'autre que de respirer encore et encore le même gaz lacrymogène. Je me souviens des éborgnés, je me souviens des mutilés, je me souviens des décédés, je me souviens que l'ambiance a beaucoup changé aussi sur les ronds-points, notamment à Lannion par exemple, où ils avaient posé des croix pour compter nos morts. Je me souviens aussi des retours traumatisés du 16 mars 2019 où ma pote mère de famille a vu sa fille passer devant ses yeux au milieu du feu, de la lacrymo et des matraques et des LBD, ramassée au dernier moment par un camarade à nous, un ex-militaire qui avait gardé son sang-froid à ce moment-là. Mais je n'ai pas besoin de me rappeler notre force lorsque je vois que ceux qui hier étaient à terre sont encore aujourd'hui debout à taper du poing sur la table. 40 ans qu'il y a un combat syndical qui se fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est critiquer, est-ce que c'est chier dans la colle que de se remettre en question, de s'asseoir autour d'une table et que de dire que la méthodologie du combat ne fonctionne plus?
Personne ne peut nous arrêter parce que nous sommes le produit de leur système, de leur crise. Nous sommes le peuple organisé sur Internet. Alors ils nous envoient la police et l'armée et ça marche à temps, très bien. Mais stopper le peuple français par la matraque et c'est le peuple algérien qui prend le relais. C'est le peuple israélien et irakien qui mettent des gilets jaunes. C'est le peuple iranien qui se lève. C'est le peuple chilien qui, après une augmentation du prix des tickets de métro, organise eux aussi leur mouvement populaire, leur mouvement des gilets jaunes. Au Liban, c'est une taxe sur WhatsApp. À Hong Kong, c'est la démocratie. Et d'ailleurs, ils ont même trouvé une solution contre les flics, des parapluies et des lasers à noter pour les prochaines fois. Et puis il y a le Soudan et puis le Burkina Faso. Même les États-Unis s'y mettent. Black Lives Matter se soulève et occupe non pas une place, mais des villes entières qu'ils gèrent eux-mêmes. Nous, les gilets jaunes qui avons été inspirés par des dizaines de mouvements différents avant nous, on se met par notre action à en inspirer des dizaines d'autres. Et on sait très bien que ces nouvelles actions vont en inspirer encore et encore. En réalité, ce qui a été lancé à partir de 2008 et puis avec les révolutions arabes ne s'arrêtera jamais. L'histoire est en marche. En fait, c'est toujours pareil, c'est les conséquences de l'impérialisme et de l'évolution du capitalisme vers la finance qui produit des crises économiques, du chômage et de l'inflation et qui force les gens à se mettre en mouvement et ils se mettent en mouvement avec ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire des téléphones portables. Toujours l'élément déclencheur, c'est le chômage et l'inflation et après les revendications, elles tournent rapidement vers la démocratie et la vie digne. Avec une même organisation populaire, sans parti, sans syndicat, avec une culture forte et l'omniprésence d'Internet quoi qu'il arrive. Ni de gauche, ni de droite. Le peuple en mouvement face à un gouvernement qui n'a que la police pour répondre, mettant notre colère sous le tapis en espérant que ça passe. Mais ça ne passe pas. Quelque part dans le monde, il y a un puissant qui a une sueur froide à cause de nous. Même quand on n'est pas en mouvement, il cherche à nous arrêter. Là voilà notre forme enfin trouvée de la révolution. C'est comme ça qu'il faut s'organiser. C'est ça qu'il faut qu'on répète et qu'on perfectionne année après année, mouvements sociaux après mouvements sociaux. Et le perfectionner plus rapidement que se perfectionne l'État en face de nous qui arrive de mieux en mieux à nous réprimer. Alors évidemment, c'était pas parfait parce qu'on n'avait pas totalement conscience de ce qu'on faisait. On n'avait pas véritablement de stratégie, on n'avait pas de recul, on n'avait pas de choses sur lesquelles se baser, sur lequel comparer pour savoir si on fait des erreurs ou pas. Mais encore une fois, c'était la première fois qu'il y avait autant de personnes dans des mobilisations comme ça, et on apprend même très très vite. Et ça aurait pu continuer, sauf qu'il va se passer un petit problème, c'est le Covid. Nous sommes en guerre. Au total, 41 décès ont été enregistrés, mais près de 1300 cas sont répertoriés en Chine, quelques-uns hors des frontières chinoises. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine. 56 millions de personnes sont confinées. La peur commence à gagner les esprits. Début 2020. Après l'euphorie, le traumatisme mondial. Encore comme 2001 et comme 2008. Les médias nous racontent l'histoire d'un virus et nous diffuse des images d'une Chine en confinement. Nous apprend le premier cas français, puis le second, puis sans le remarquer, la télé parle que de ça en permanence. Elle exploite nos angoisses, et puis comme ça, notre cerveau est bien réceptif à leur page de pub. Macron a parlé, Macron a décidé. Nous voilà confinés. Partout, la peur d'un virus qui tue et sature les hôpitaux, à devoir suivre des consignes contradictoires, à compter chaque jour les morts avec les déclarations gouvernementales, à angoisser de 1000 choses hasardeuses, de faux experts télévisés qui parlent d'un virus dont on ne sait rien. Les flics sont partout, et il faut même avoir une attestation que tu remplis toi-même, qui n'a aucune valeur légale, tout ça pour esquiver les 135 € d'amende. Moi, je me souviens à l'époque, je jardinais pendant le confinement, le premier, et puis il y a un hélico qui est passé au-dessus de moi et qui m'observait. Et moi, la seule réaction que j'ai eue, c'est de me dire putain, j'ai pas fait mon auto-attestation. J'avais que ça dans la tête. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement, les médias et la télé, c'était non-stop sur la responsabilité individuelle pour nous faire culpabiliser un maximum sans jamais se poser de questions politiques. Comme ça les arrange. Ces mêmes éditorialistes qui, un an avant, soutenaient Macron et sa milice contre les Gilets jaunes, qui là, entre deux dîners mondains, sans masque évidemment, nous vendent l'autoritarisme chinois de crise, voulant nous convaincre par la stratégie du choc que finalement, si Macron faisait pareil, ce serait pour notre bien. Enfin, un autoritarisme contre le peuple, toujours, évidemment, pas contre l'élite, jamais. Sauf que Internet, on ne peut plus nous cacher la vérité, et puisqu'on était tous confinés comme des cons devant nos ordinateurs, on s'est mis à faire quelques recherches. Et maintenant, on sait.
Donc oui, on sait, les hôpitaux saturés, c'est de leur faute. Les soignants en sac poubelle faute de matos, c'est de leur faute. Les usines de masques détruites en France pour le profit de quelques connards, c'est de leur faute. Les usines d'oxygène à l'arrêt suite au rachat par BlackRock pendant que l'État achète à PSA des milliers de respirateurs inutilisables pour les hôpitaux, et bah ça c'est de leur faute. Les pénuries de médicaments à cause des délocalisations en Inde, c'est de leur faute. Les labos pharmaceutiques français incapables de trouver des remèdes malgré les milliards de subventions parce qu'ils ont détruit la recherche et versé des dividendes records, et bah ça aussi c'est de leur faute. Le gouvernement est responsable. Il est responsable d'avoir transformé cette épidémie en catastrophe sanitaire. Il est responsable d'avoir transformé cette épidémie en traumatisme national mettant des millions de personnes dans la dépression. Il est responsable, mais il se cache derrière sa police et derrière sa propagande. C'est à ce moment-là qu'on vit aussi la fin de l'état de droit. Parce qu'un homme décide du destin d'un pays en conseil de défense sans rendre de compte à personne. C'est ça la vérité. Et après on s'étonne que pour la réforme retraite, Macron passe en force. Les gars, on n'a pas oublié quand même. Et comme en 2005 avec les révoltes, comme en 2008 après la crise financière, comme avec les gilets jaunes, les médias, le pouvoir et les bien-pensants s'unissent pour ne surtout pas politiser la question de la catastrophe sanitaire. Parce que si on sort de leur dogme à eux, évidemment on est contre la science. On est populiste, on est comme Raoult. Toute critique est hystérisée, tout débat est rendu impossible. Et ça rappelle une petite situation qu'on a vécue récemment. Impossible de critiquer le vaccin, les milliards de Pfizer, les scandales de Sanofi, les brevets non levés, l'opacité des procédés, la corruption des élus et des pseudo-experts, ou la suspension des soignants, ou la ségrégation de nous qui avons des doutes, de nous qui avons le droit d'avoir des doutes et qui aimeraient juste qu'on leur donne des gages de confiance. Vous voulez que je me vaccine? Très bien, expropriez Sanofi, levez les brevets, développez un vaccin en toute transparence et rendez-le gratuit et réplicable pour tout le monde entier sans que personne ne se fasse €1 de profit là-dessus. Embauchez des dizaines de milliers de soignants, mettez des médecins partout en France, arrêtez de nous prendre pour des cons avec les masques, à nous coller des amendes à la con pendant que vous saturez les métros chaque jour parce que vous êtes incapable d'organiser un roulement dans le travail. Arrêtez de suspendre les soignants non vaccinés lorsque, à côté, vous êtes obligés, faute de nombre, de réquisitionner les soignants covidés, histoire qu'ils contaminent bien tous leurs collègues. Et dites-moi, tiens, pourquoi moi, le Guingampais, j'ai pas de médecin traitant par exemple, où je vais si je tombe malade? Aux urgences évidemment, mais vous les avez détruits les urgences et maintenant vous voulez même fermer mon hôpital. Tout ce que vous faites pue le mensonge, la trahison et le foutage de gueule. Et on en paye aujourd'hui tous le prix. Mais non, évidemment, mais non, il faut oublier qu'on vit dans une société. Il faut oublier qu'on est dirigé par les mêmes financiers depuis des années, ces mêmes qui nous enfument, ces mêmes qui nous mentent, ces mêmes qui créent des situations de crise en permanence, ceux-là qui sont responsables de la situation, à quel point elle est grave, celle de la catastrophe sanitaire, et en plus de ça, si on les laisse faire, qui seront responsables de bien pire. Mais non, il faut juste répéter le slogan « Vaccinez-vous » et pas aller plus loin que ça, évidemment. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une population qui est le perroquet de son président. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça leur rêve. Et dire qu'il n'y a même pas un an, on était aux Champs-Élysées avec les Gilets jaunes à crier la Marseillaise dans les flammes et les gaz lacrymogènes, et là on se retrouve comme des cons confinés à regarder Macron à la télé, quoi. Et surtout, c'est les mêmes en permanence. C'est les mêmes qui se goinfrent tout le temps. C'est les mêmes qui transforment une épidémie en une catastrophe sanitaire parce qu'ils ont saccagé l'hôpital. C'est les mêmes qui nous butent au chômage. C'est les mêmes qui nous condamnent à la précarité et c'est les mêmes toujours qui ne rendent jamais de compte. Et encore une fois, dans cette situation, l'ennemi, il est ni de gauche ni de droite. C'est nous contre eux, le peuple contre le système. Et s'ils interdisent les lieux de rencontre et s'il y a des flics partout pour nous empêcher de nous rencontrer, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même discuter, parce que maintenant on a un internet qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et encore une fois, le fait qu'on ait des téléphones, le fait qu'on ait des ordinateurs portables, des connexions, etc., ça nous permet de nous sortir de l'impasse. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, on peut quand même discuter, on peut quand même s'organiser, et on peut quand même construire une contre-culture pour résister à leur propagande. Et évidemment, pour désigner les responsables de cette crise. On est des millions à se réunir sur Internet, coincés entre la volonté de tout changer et l'impuissance d'agir. Alors on partage ce qu'on peut, on se parle avec ce qu'on a. Et vu qu'il n'y a aucun connard d'influenceur en bourgeoisie qui veut penser politiquement le problème, on se retrouve soit avec des donneurs de leçons, d'accord, qui répètent exactement la même chose que ce que dit la télé, c'est super utile d'être sur internet si c'est pour faire ça, ou alors on se retrouve avec Hold Up, c'est-à-dire un documentaire qui devient le documentaire de référence qui a été fait par des trumpistes religieux, quoi. Un film qui aurait dû flopper, mais dont les médias de milliardaires, en manque de reconnaissance, utilisent pour se justifier. La haine du complotiste a satisfait les journalistes et fait peur aux lecteurs qui se retrouvent réconfortés devant le fact-checking de Libé.
Le journaliste moderne, salarié milliardaire, inculte, incompétent et corrompu a besoin du complotisme pour justifier son salaire et le fait qu'il capte toute la parole publique. À côté, beaucoup d'entre nous se satisfaisons de cette critique de complotisme qui, de la part de traîtres, est un beau compliment. Le journaliste mainstream, après avoir assassiné Assange, lance une guerre ouverte à Internet à coups de morale. Preuve qu'il est conscient de qui est son adversaire. Pas hold up, hein. Ceux qui prennent la parole et qui les rendent inutiles. Jamais la rupture entre eux et nous n'a été aussi forte. Et encore, c'est pas fini. Parce qu'après le choc autoritaire du Covid, il va y avoir un petit mélange entre la crise financière et la guerre impérialiste qui se préparaient toutes deux depuis les attentats de 2001, comme on a vu ensemble. Et du coup, on va avoir subitement au même moment la crise impérialiste, la crise financière et la crise autoritaire. Et donc, on va étudier ensemble l'année 2022-2023, qui est une sorte d'aboutissement de tout ce qui s'est passé depuis plus de 20 ans. D'où le fait d'ailleurs qu'on fait que cette vidéo maintenant, parce que c'est que là où on voit que tout est en train de se recouper. Pendant le Covid, rappelle-toi, en France, plus de masques, Hollande les a liquidés et Macron brûlé. Bref, négociation secrète avec la Chine et hop, tout d'un coup, plein de masques. En privé, la négociation, elle s'est faite autour d'un contrat qui permet à la Chine d'acheter des infrastructures stratégiques directement en Europe. L'objectif, c'est de permettre à la Chine de contrôler toute la ligne de production des matières premières en Afrique au port d'arrivée en Europe, dans sa logique de route de la soie. Ce qui s'appliquait avant aux pays du tiers-monde s'applique aujourd'hui à l'Europe, tellement en manque de liquidité qu'ils acceptent n'importe quel investissement et tellement nuls dans le rapport de force industrielle qu'ils doivent céder à tous les chantages économiques. La Chine, elle lance un nouveau plan quinquennal orienté sur les nouvelles technologies pour entrer directement en concurrence avec les États-Unis et l'Europe dans la conception des principaux marchés porteurs comme la voiture électrique, les batteries et la micro-informatique. Et donc si la Chine peut développer, produire et vendre elle-même ses voitures électriques, ça veut dire qu'elle n'a plus besoin des contrats de coopération qu'elle avait avec l'Occident, avec les entreprises européennes et états-uniennes. Et ça l'arrangerait pas mal. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, puisque tu as des contrats de coopération entre des entreprises chinoises et des entreprises européennes, ça veut dire que beaucoup de ce qu'elle produit en termes de valeur, la Chine doit être envoyée dans ces entreprises européennes, dans ces entreprises états-uniennes. Et donc si elle mettait fin à ces contrats-là, c'est toute la rente capitaliste que se faisaient les financiers qui ont délocalisé en Chine, qui lui reviendrait. Ça veut dire qu'elle capterait enfin tout le profit qu'elle produit dans ses usines. Bon, après tu me diras, il y a des contrats, donc il faut les respecter, sauf si la Chine trouve une belle excuse pour ne plus avoir à respecter ces contrats, et c'est précisément le rôle économique des guerres. Il y a un an, la guerre en Ukraine. Conséquence de 10 ans d'escalade militaire continuellement entretenue. Et comme d'habitude, pendant que eux jouent à leur petite guerre, c'est les Ukrainiens qui meurent et c'est les nôtres. C'est les Russes qui sont envoyés au front et qui meurent et c'est les nôtres. Et c'est les peuples qui prennent en pleine gueule et se font balader par les dirigeants et ça aussi, c'est les nôtres. Eux, ils gèrent l'économie et nous, on doit tout subir en permanence. Cette guerre, elle est devenue notre énième traumatisme collectif quand les médias, encore une fois, ont fait corps avec les puissants en répétant l'analyse états-unienne du conflit, en passant les mêmes images catastrophiques en boucle, en utilisant notre solidarité et leur souffrance pour marchandiser notre peur, comme en 2001. Ils ont rendu impossible toute subtilité avec des accusations, comme en 2001, avec des procès et des plateaux sans contradiction, et en taisant les causes politiques et économiques du conflit, et exhortant nos gouvernants de toute responsabilité, comme en 2001, mais aussi comme en 2008 ou en 2020 avec le Covid. Et comme à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, en fait. Et donc on se retrouve dans une même situation qu'en 2001 avec une propagande de guerre en mode nous sommes l'axe du bien et de l'humanisme et de la démocratie contre l'axe du mal et de la dictature et on s'enlise une nouvelle fois dans des conflits interminables avec des livraisons d'armes permanentes financées par le vote de budget militaire faramineux. Et malgré les promesses qui se sont encore une fois révélées comme des mensonges, personne n'arrête la guerre. Et même pire, tous, par leur livraison d'armes et par leur diplomatie, la rendent plus violente, plus interminable. Ils ont fait de l'Ukraine le nouvel Afghanistan. Et ça, au profit de qui exactement? Mais déjà, la base. La guerre a isolé la Russie, lui a coupé d'une immense quantité d'exportation de pétrole et de gaz. L'a coupé aussi des entreprises occidentales et l'a rendue totalement dépendante du bon vouloir de la Chine, dont elle est devenue le satellite. Et pareil pour l'Europe avec les États-Unis. Dépendance économique et financière, gaz de schiste, alliance militaire, alignement diplomatique, tout y est.
Il s'agit donc en réalité d'une guerre impérialiste entre la Chine et les États-Unis qui a commencé au début du siècle avec une guerre commerciale et qui aujourd'hui s'oriente de plus en plus vers une guerre militaire. La guerre pour la Chine lui ferait rompre définitivement avec son passé de pays-usine pour devenir une puissance impérialiste, industrielle et financière comme les États-Unis. Impérialiste parce qu'avec ses institutions et ses alliances, elle conquiert partout dans le monde des marchés. Depuis 2001, son importance dans l'économie mondiale a explosé. Elle a la main mise sur une grosse partie des industries indispensables et des matières premières. Et il est devenu presque impossible de produire à grande échelle sans que la ligne de production passe par une entreprise chinoise. Elle devient une industrie de guerre capable de tenir le flux tendu d'un conflit militaire d'ampleur. Et une puissance financière parce qu'elle a récemment développé son marché financier, ouvrant le capital de nombreuses de ses entreprises publiques aux investisseurs étrangers qui profitent de l'opportunité pour investir dans des boîtes hyper rentables. Sans compter ces marchés parallèles des matières premières où peuvent s'acheter et se vendre tout ce dont la Chine a besoin pour produire, soit la grosse partie de l'activité industrielle mondiale. Au point où aujourd'hui, l'essentiel des ouvertures de capitaux en bourse sont organisées pour des entreprises chinoises et par des banques superpuissantes chinoises qui dépassent totalement les banques états-uniennes ou européennes dans ce domaine. La Chine est devenue une superpuissance financière vers laquelle s'orientent tous les capitaux asiatiques, y compris d'ailleurs tous les capitaux russes depuis la guerre et les sanctions. Avec ces sanctions, la Chine, elle s'accapare les exportations d'énergie de la Russie, qui est encore un pays essentiellement pétrolier. Les sanctions, elles obligent aussi la Russie à se passer des pétroliers et des assurances occidentales. Et qui joue maintenant ce rôle pour la Russie ? La Chine. La crise produite pousse les capitaux étrangers à venir en Chine, seul pays qui semble pouvoir résister à une guerre et une récession, et lui permet donc de proposer plus de prêts ou d'effacer les dettes à des pays encore plus en crise pour orienter leur économie vers ce qui est profitable pour les entreprises chinoises. La guerre réduirait les relations commerciales entre la Chine et les Occidentaux, mais vu les dépendances encore présentes et malgré les réindustrialisations états-uniennes, ça lui donne quelques années devant elle pour s'adapter avant rupture commerciale. Comme la Russie a eu 1 an à gagner des milliards avec l'augmentation des prix de l'énergie avant de voir les sanctions contre son pétrole et son gaz devenir effectives en Europe. Seul problème, qui va acheter les marchandises que la Chine produit si ce n'est pas les États-Unis et si ce n'est pas l'Europe? Est-ce qu'elle ne va pas tout droit vers une crise de surproduction? Et peut-être quand même. Mais c'est cette contradiction-là qui peut mener à une crise de surproduction qui mène aussi aujourd'hui sa politique à la Chine. Déjà en développant son marché intérieur. Il y a beaucoup de personnes en Chine. Du coup, si tu augmentes tes salaires et tu leur permets d'accéder aux marchandises qu'elles produisent, en fait ça passe parce que du coup tu arrives à écouler les stocks comme font par exemple les États-Unis ou l'Europe avant que ce soit désindustrialisé. Et de toute façon, au vu de l'inflation et de la baisse du niveau de vie qu'on a en Europe, pas sûr que ce soit un marché qui soit très porteur à l'avenir. Et pour le reste, elle développe les marchés nécessaires en Afrique, en construisant des usines et en donnant des salaires financés par l'équivalent du FMI chinois, qui vont être utilisés pour acheter des marchandises chinoises, transportées par des bateaux chinois depuis un port chinois, assurés par des banques chinoises, par une industrie chinoise, cotée à la bourse chinoise. La Chine contrôlerait toutes les étapes de sa production si elle se sépare des contrats de coopération avec les entreprises occidentales. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est exactement ce qu'ont fait les Européens avec la Russie au niveau des sanctions. Tu sais, tu as par exemple des entreprises pétrolières françaises qui ont rompu des contrats en toute illégalité avec la Russie. Parce qu'en fait, la légalité, on s'en fout. C'est juste le rapport de force entre les nations qui prime. La question centrale est celle militaire. En concurrence directe avec les États-Unis sur tous les points, elle se protège des sanctions économiques par son indépendance et ses infrastructures, mais elle s'expose à des pressions militaires. Et l'armée états-unienne reste encore de loin la plus puissante, d'où le renforcement express de l'armée chinoise pour stabiliser au plus vite le front militaire et préserver son avantage stratégique industriel. Les États-Unis, eux, rien que par l'escalade militaire, couplée à leur programme d'investissement de 400 milliards, attirent tous les capitaux occidentaux dans la construction d'usines de voitures électriques, de chimie et de puces électroniques. Les rares marchés encore porteurs puisque
Tout est quasiment saturé. Donc ça va être compliqué de nous faire acheter de nouvelles marchandises. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent nous forcer à acheter des voitures électriques, parce que c'est écolo d'après le marketing, mais surtout parce que c'est un marché qui peut être développé très facilement avec une loi interdisant les voitures thermiques, et que c'est un marché qui n'est pas totalement conquis encore aujourd'hui par la Chine. Notamment parce qu'il faut des micropuces et qu'on est en pénurie en ce moment de micropuces et que la plupart des usines, notamment les plus performantes, se trouvent à Taïwan. Voilà, c'est bizarre, hein? Et avec toute l'escalade militaire auquel participent la Chine et les États-Unis en permanence, ça fait qu'ils arrivent à récupérer des capitaux étrangers et qu'ils les investissent dans de grands plans publics pour construire des usines de semi-conducteurs pour être indépendants de Taïwan. Et tu as eu énormément d'annonces qui vont dans ce sens récemment. Alors évidemment, la guerre ne se résume pas juste à une guerre de semi-conducteurs de Taïwan, mais c'est une des dynamiques qui a en jeu. Pour que l'industrie états-unienne conquiert les marchés européens, ils peuvent faire pareil qu'avec le gaz russe. La guerre, elle permet de justifier les sanctions et les sabotages pour préserver les marchés occidentaux aux seules entreprises états-uniennes, même si elles sont moins rentables. La Russie, elle se trouve sous le feu des sanctions sans être à terre, puisqu'elle se réoriente totalement vers la Chine. En fait, aujourd'hui, aucune sanction ne peut faire tomber un pays. Les embargos obligent juste à réorienter l'économie du pays vers l'impérialisme opposé. Donc si on prend un petit peu de recul, on remarque qu'on est en train d'assister à un nouveau partage du monde avec la création de zones économiques exclusives, une autour de la Chine, une autour des États-Unis. La Russie devient la station-service et la caserne militaire de la Chine. Et l'Europe, elle, devient une espèce de réservoir à marchés, à capitaux et à entreprises en faillite à cause de la crise énergétique dans lequel les États-Unis vont allègrement se servir. Quand l'Europe va acheter états-unien, la Russie va acheter chinois. Et tout ça protégé dans leur petite sphère de sanctions, ce qui va leur permettre d'éviter que les États-Unis et la Chine se concurrencent sur ces marchés-là. Et donc, ça va augmenter la rentabilité. Tu as la Turquie, tu as l'Inde, tu as l'Arabie Saoudite, qui eux sont suffisamment puissants pour résister au chantage d'un côté de la Chine, d'un côté des États-Unis. En tout cas pour le moment. Et la guerre, ça va peut-être changer cette situation. Comme ça va changer la situation en Afrique et en Amérique latine, qui pour l'instant ne se positionne pas vraiment sur le clivage Chine-États-Unis et donc profite un petit peu pour faire des négociations. Mais si la guerre s'accentue, peut-être que eux aussi seront amenés à choisir un camp. Des zones d'influence avec des marchés parallèles, ce qui est déjà le cas avec l'énergie. Le pétrole et le gaz russe sont réservés à la zone d'influence chinoise. Et ce genre de truc, ça s'arrange pas avec la guerre. L'enjeu en soi, c'est pas la guerre en Ukraine. L'enjeu, c'est les conséquences économiques que cette guerre produit. Et quand on les analyse, en fait, c'est assez simple. Les conséquences, c'est que ça crée une crise mondiale qui renforce le positionnement des centres impérialistes que sont devenus la Chine et les États-Unis. Ça permet de renforcer les alliances militaires, mais aussi économiques et énergétiques. Ça permet de rompre des contrats, ça permet d'imposer des sanctions, ça permet de concentrer les capitaux et donc de réinvestir massivement dans une industrie. Ça permet de recomposer toutes les lignes de production et ça permet à des pays comme la Chine ou les États-Unis de se protéger de la concurrence. Ça permet de relancer l'industrie de l'armement dans un monde où en fait il n'y a plus grand chose qui se développe, il n'y a plus grand chose qui est porteur de croissance. À part que les voitures électriques et ChatGPT, il n'y a plus grand chose que les produits financiers à la con pour essayer de gagner un peu de pognon. La guerre est la suite de l'affrontement commercial entre la Chine et les États-Unis et même lorsque cette guerre-là ne se trouve qu'en Ukraine, elle produit des effets économiques dont ils peuvent en tirer profit. Cette guerre impérialiste qui lentement, progressivement, patiemment se construisait année après année est en train aujourd'hui d'exploser au même moment où se passe en parallèle une immense crise financière, notamment au niveau européen. Et là, on commence à avoir un crossover, il y a tout qui se passe au même moment. Et donc, pour la dernière fois, on va parler un petit peu de la finance européenne pour comprendre dans quel merdier on s'est trouvé encore une fois. Les emprunts nécessaires au plan de relance post-Covid et à la compensation de l'explosion des prix a poussé les pays européens à, de nouveau, s'endetter de façon record. La BCE, elle a aussi imprimé des milliards d'euros pour éviter l'explosion des taux d'endettement des États. Résultat, on a une inflation à 2 chiffres sans que les salaires suivent, ce qui plombe toute l'économie. Et pour lutter contre l'inflation, la BCE, elle fait pareil que la Banque centrale états-unienne avant 2008. Elle remonte les taux d'emprunt bancaire pour limiter la masse monétaire, ce qui réduit théoriquement l'inflation au prix d'une récession. Sauf que l'inflation, elle est toujours là.
et qu'elle augmente. Et pareil aussi pour la récession. Donc ça veut dire que les choses coûtent plus cher, donc on consomme moins, donc les entreprises ont moins d'argent, on a beaucoup qui tombent en faillite parce que leur coût de production augmente avec l'énergie, et donc on produit moins en général. Donc on exporte moins et on est obligé d'importer plus. Sauf que si on exporte moins et qu'en plus on importe plus, il y a un renforcement de ce qu'on appelle le déficit commercial. Donc concrètement, ça veut dire que pour maintenir un peu notre niveau de vie, entre plein de guillemets, parce qu'il y a une vraie dégradation, mais pour maintenir un peu ça, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des euros partout à l'étranger, comme ça. Sauf que plus on fait ça, plus il y a une dévaluation de l'euro, et plus il y a une dévaluation de l'euro, plus les importations coûtent cher pour l'Europe. Sauf que le problème, c'est que nous, en Europe, on est totalement dépendant des importations d'énergie. Donc en fait, plus ça va, plus ça coûte cher l'énergie. Sauf que si le prix de l'énergie augmente, en fait, tu as une inflation généralisée parce que tout est basé sur l'énergie de notre société. La bouffe coûte plus cher, etc., etc. Et donc là, tu vois qu'on commence à rentrer dans une boucle à la fois d'inflation et à la fois de récession dont personne ne sait véritablement comment on peut se sortir. Les Européens doivent alors emprunter des centaines de milliards pour maintenir à flot le bateau. Avec l'État français, par exemple, qui verse des centaines de milliards d'aides publiques tout en accusant le coût de milliers de fermetures de boîtes. Problème, pour limiter l'inflation, la BCE a arrêté d'imprimer de l'argent qui servait jusque-là à racheter les bons du Trésor. Conséquence, les intérêts du bon du Trésor explosent. Des dizaines de milliards d'euros doivent être économisés sur les budgets en prévision des remboursements, ce qui accélère l'austérité, donc la récession, sans régler l'inflation. Résultat, la confiance aux pays européens comme bons payeurs diminue et on se retrouve dans l'incapacité d'avoir un accès facile aux liquidités pour rembourser les dettes précédentes et boucler le budget. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Et c'est pas les 3 voitures électriques non concurrentielles que Macron va produire qui changera la donne. Qui va donner de la liquidité aux pays européens qui sont en manque de ça ? Parce que c'est pas le FMI qui va pas réemprunter de l'argent puisque ce sont les pays européens qui sont garants de ça et que si la France et l'Allemagne sont déjà dans une situation un petit peu de défaut de paiement, ils sont obligés de rouler leurs dettes avec des taux d'intérêt à 3, 4, 5%, le FMI va pas être capable d'emprunter, donc va pas être capable de sauver les pays européens. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce truc-là ? En se posant la question, il est où le fric qu'on peut emprunter ? Voilà, il est où le fric qu'on peut emprunter ? Soit aux États-Unis, soit en Chine. Voilà, là où tous les capitaux vont. Tous les capitaux européens se sont cassés pour aller aux États-Unis, là où l'énergie est beaucoup moins chère, là où il y a des plans d'investissement massifs, un pays avec un dollar qui est très fort et qui pourra résister même s'il y a des guerres parce que c'est la putain de meilleure armée du monde. Et puis ça se casse en Chine aussi parce que c'est elle qui a la plus grosse industrie, c'est elle qui a la finance qui se développe le plus, etc., etc. Et donc si tu veux gagner du pognon, tu peux aller en Chine. Et surtout, tu as de plus en plus de pays qui sont sous sanctions, je pense notamment à la Russie et en Iran, où tous les investisseurs vont aller direction la Chine puisque évidemment ils vont pas aller en Europe, quoi. Sauf que comme tu le sais, il y a une guerre qui se prépare. Donc en fait, les sanctions de l'Europe contre la Chine vont bientôt arriver, ce qui va nous empêcher totalement de choper du pognon de la Chine. Donc ça va être les États-Unis. On n'a pas le choix, ça va être les États-Unis. C'est avec elles qu'on est dépendant au niveau diplomatie, au niveau économique, au niveau énergie aussi. Donc c'est à elles qu'il va falloir mendier de l'argent. Et là où c'est subtil, c'est que c'est notre pognon à la base, nous les Européens. C'est le pognon qu'ils ont volé aux industries allemandes en augmentant le prix de l'énergie avec les sanctions, etc. C'est tous les capitaux européens qui se sont cassés aux États-Unis après l'annonce des 400 milliards là, de plans d'investissement. Et c'est aussi tout le pognon et les milliards que les États-Unis se sont faits en vendant du gaz et du pétrole bien au-delà du prix du marché aux Européens qui étaient totalement dépendants de ça puisque sanctions contre la Russie. Et donc ils vont nous redonner notre propre pognon à condition évidemment qu'on mette notre économie, notre diplomatie au service des intérêts états-uniens, c'est-à-dire au service des grandes entreprises états-uniennes. Ce qu'ils préparent, c'est un plan Marshall 2. Et ça met du coup en totale insécurité une grosse partie de la bourgeoisie européenne qui a peur de se faire voler les marchés par la bourgeoisie états-unienne. Et donc les États doivent négocier pour essayer de s'en sortir, pour faire en sorte que leur bourgeoisie à elle puisse survivre. Et donc quelles sont les marges de manœuvre de ces États-là ? Il n'y en a qu'une seule, et ils vont l'investir à fond, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. L'Europe se prépare à monter une armée. Elle finance massivement son complexe militaro-industriel et déploie ses armements.
Si elle s'organise en tant que force militaire, avec la bonne propagande qui va avec, elle pourrait être utile aux États-Unis et négocier un sort plus favorable, ce que ni son industrie ni sa finance ne peut faire. Si elle donne une issue commerciale à ces industries de l'armement, elle va pouvoir relancer son économie, quitte à entrer en économie de guerre, comme annoncé, pour justifier les rationnements. Et évidemment, il suffira alors pour ces petits dirigeants de déployer leur habituelle propagande et de répéter que partout, l'ennemi est russe ou chinois, ou les deux, qu'ils nous attaquent et qu'il faut se défendre, se ranger derrière nos dirigeants et à partir tous ensemble à l'affrontement. L'autoritarisme se renforcera derrière nos pourritures de politiciens devenus pour l'occasion des chefs de guerre. Les contestations seront matées, la parole des opposants réduite à l'extrême. Les discours belliqueux répéteront tous la même chose en permanence. Tout le monde dans le pays devra défendre la France derrière le même drapeau, même si en réalité, c'est pas la France qu'on défend, c'est les industriels et les financiers. Même si en réalité, on ne fait que payer le prix de leur politique. La guerre, c'est ce qui va permettre à nos dirigeants de renforcer leur pouvoir au moment précis où la crise économique aurait pu les faire chuter. La question n'est donc pas de savoir si oui ou non il va y avoir une troisième guerre mondiale. Oui, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Ce sont des tarés et ils iront jusqu'au bout. La question c'est qui va la déclencher et quand est-ce que ça va arriver. C'est tout, c'est ça le seul suspense. Et c'est seulement avec cette analyse-là qu'on comprend pourquoi est-ce que les Européens font cette politique. Pourquoi est-ce qu'ils envoient des armes en permanence en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'ils envoient des tanks de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à envoyer des avions de guerre là-bas. Parce que c'est ça qui permet aux pays européens de peser aux négociations face aux États-Unis, parce que c'est ça qui permet de relancer les industries de l'armement, parce que c'est ça qui permet aux États-Unis d'attirer tous les capitaux et de redevenir un centre impérialiste surpuissant. Et pareil exactement pour la Chine. C'est pour ça que la Chine et les États-Unis se renvoient œil pour œil, dent pour dent, toutes les escalades militaires. Tout simplement parce que pour eux, la guerre est la solution à leur crise financière, à leur crise économique, à leur nouveau partage du monde, et c'est la solution aux futures crises sociales qui vont venir. Voilà pourquoi ils veulent la guerre, et voilà pourquoi ils iront jusqu'au bout. Et c'est ça l'enjeu de notre temps. C'est ça l'enjeu de nos générations. C'est ça l'enjeu des années à venir. Empêcher la guerre en comprenant d'où elle vient et en enrayant les mécanismes qui l'ont rendue possible. C'est ça l'enjeu. On pourrait arrêter les raisonnements là, mais vous savez maintenant qu'à chaque fois qu'il y a une action de ces connards-là, il y a une réaction du peuple. Et qu'aujourd'hui, on est en train de vivre au même moment la crise financière, la crise impérialiste, la crise autoritaire, intensifiée comme ça ne l'a jamais été, et qui va concerner tout le monde au même moment. Autant vous dire que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il va y en avoir des manifs, et pas que des manifs syndicales. Tout indique, dans notre analyse, le retour du peuple. Nous ne sommes pas seuls. Alors, 1h40, ça commence à faire beaucoup, surtout que la vidéo est très dense. Donc pour cette conclusion, je vous propose de quelque chose d'un peu plus court et d'un peu plus léger. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre tous les raisonnements pour essayer de faire une grande synthèse de comment est-ce que le monde fonctionne, machin, parce qu'on fera beaucoup de raccourcis alors qu'on l'a déjà expliqué et qu'en plus ça va prendre 30 minutes et pas sûr qu'à la fin ce soit tout à fait compréhensible. Donc on va essayer de faire court pour cette conclusion. Quand on a écrit cette vidéo, on voulait déjà faire une vidéo de 15 minutes à la base et surtout on se disait que ça va prendre quelques jours à faire, tu vois, parce que bon finalement retracer un petit peu ce qui s'est passé, les mouvements populaires, les crises, les machins, ça va, on connaît. Sauf qu'en fait, pas du tout. Pendant 5 jours, on a été incapable de rédiger quoi que ce soit et de synthétiser quoi que ce soit parce que notre cerveau, c'était une éponge grosse comme ça avec énormément d'informations dont on ne savait pas quoi en faire. Et du coup, on était très frustrés déjà de ne pas réussir à faire ce fameux script, mais surtout, on a été frustrés de constater que nous n'avons jamais en réalité appris notre histoire populaire et qu'on n'a jamais véritablement tiré les leçons de ce qu'on a vécu par le passé, que ce soit les événements médiatiques, le Covid, le 11 septembre, etc., ce qu'on a vu à travers les écrans majoritairement, ou alors par rapport même à nos expériences militantes, Nuit debout, Gilets jaunes, etc. On a tout ça en commun, et pourtant on n'a jamais fait le bilan. Et pourtant on n'a jamais fait de lien entre toutes ces choses-là, on n'a jamais essayé de connecter les choses entre elles. Et toujours on a l'impression que le présent nous tombe du ciel, qu'il y a des réformes qui arrivent, ou des mouvements sociaux qui arrivent, ou des guerres qui arrivent, et qu'on est un peu impuissant face à tout ça, parce qu'on n'avait pas prévu ça, et parce qu'on n'arrive pas à comprendre
comprendre véritablement ce qui se passe. Et tant qu'on ne comprend pas les choses, eh ben, on ne peut pas les appréhender, on ne peut pas se projeter dans cette société-là et on ne peut pas tenter de la changer, de la transformer. Et il y a un véritable enjeu à comprendre ce qui se passe, ne serait-ce que pour avoir quelques coups d'avance, pour essayer de déjouer les plans et les stratégies du pouvoir qu'ils mettent à chaque fois en place. Et quand je pense à ça, je pense surtout par exemple au fait qu'il y avait plus d'enjeux derrière la réforme retraite que juste Macron qui est méchant, quoi, et que du coup il n'allait pas juste céder face à des manifestations de l'intersyndicale, et donc il fallait dès le début prévoir autre chose que ces manifestations-là, ou encore le fait que Macron va essayer de sauver la petite bourgeoisie française des attaques commerciales de la Chine et des États-Unis, et qui va se la jouer souverainiste, et qu'il va falloir là très prochainement se mettre au clair sur ce que ça veut dire, parce que Macron va se référer à ça. Parce que oui, l'une des conséquences de tout ce qu'on a vu, nous quand on a écrit cette vidéo et vous je l'espère quand vous avez vu cette vidéo, eh ben, c'est qu'il y a des enjeux en fait derrière toute la politique là, parce que ça va s'accélérer, tu vois. La période tranquille où on pouvait consommer avec des télés qui s'agrandissaient au fil des générations, tout ça c'est terminé. Ok, ça c'est terminé. On va vivre des guerres, on va vivre des crises économiques, des crises financières et des crises écologiques qui vont mettre des millions et des millions de personnes dans la merde, dont très probablement nous-mêmes. C'est ça notre avenir et c'est ça les enjeux de ce qu'on veut transformer. On veut empêcher la guerre, on veut empêcher que le délitement écologique fasse des millions et des millions de victimes. On veut empêcher toutes ces choses-là. Tu vois, c'est comme les gens qui tout d'un coup se réveillent avec la réforme retraite en se disant mais je vais pas travailler jusqu'à 64 ans, c'est la politique qui leur tombe dessus et tout d'un coup ils deviennent militants. Et ben ça va faire exactement pareil avec l'inflation. Ça va faire exactement pareil avec le chômage et ça va faire exactement pareil avec la guerre. Ça va nous tomber dessus et on n'aura pas le choix de s'investir et on n'aura pas le choix de lutter contre ça. Et la bonne nouvelle, comme on le disait dans cette vidéo, c'est que face aux crises économiques, face à l'autoritarisme, face à la perte totale de légitimité du pouvoir en place, et ben maintenant nous avons une réaction populaire assez spontanée qui se met en place. Alors pas spontanée dans le sens où qui tomberait du ciel, parce qu'il faut la crise économique, il faut Internet, il faut toute cette histoire qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, mais spontané dans le sens où on n'a pas besoin de le penser ou de l'organiser pour que ça arrive. Alors il faut se lever le matin pour aller dans les ronds-points, pour bloquer les trucs, puis après il faut aller à Paris, et t'as plein de conversations et d'actions militantes à faire, d'accord? Ça se fait pas tout seul, très loin de là, mais on n'a pas à réfléchir à la stratégie, mais on n'a pas à réfléchir à la tactique, mais on n'a pas à prendre de grandes décisions. Il y a tout qui, on a l'impression, vient devant nous. Et ça, c'est à la fois la meilleure opportunité que nous avons, parce que nous avons une promesse, peut-être si elle est tenue, que quelque chose va arriver et ce quelque chose va nous permettre de résister face à ces connards qui veulent nous imposer la guerre et la crise économique. Mais en même temps, il va pas falloir être naïf et juste se contenter de dire ça va bouger, ça va être incroyable, regardez les gilets jaunes 2 vont arriver et tout solutionner. Ce n'est pas vrai. Et pour prouver ça, il y a une expérience récente qui s'est passée au Sri Lanka, si on peut le dire comme ça. Donc le Sri Lanka, c'est une île au sud de l'Inde et en fait ce sont les premiers à s'être pris dans les dents la crise de la dette souveraine que on décrivait dans la vidéo juste avant là. Donc en gros, grosse crise économique, grosse crise financière, ils avaient pu à emprunter, t'as eu un gros chantage de la Chine et des États-Unis, patati patata, et au bout d'un moment, défaut de paiement, ils sont rentrés en incapacité d'importer quoi que ce soit, donc les prix se sont enflammés, tu avais des pénuries partout, notamment d'essence, et du coup, réaction populaire à la gilet jaune, des millions de gens dans la rue qui font des occupations, notamment de places publiques, qui organisent une vie autour de ces places publiques-là, et qui s'identifient autour d'un drapeau national, et pas derrière un parti, et pas derrière un syndicat. Bref, typiquement gilet jaune. Et ce qui s'est passé de dramatique avec les gilets jaunes, c'est qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire dégager Macron. Et ce qui est de dramatique avec ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est qu'eux, ils ont réussi à dégager leur président. Tout leur discours, c'était ça. On veut que le président dégage, go to go home, on veut que le président rentre chez lui. Et eux, ils ont réussi à forcer le barrage de CRS, que nous, on n'a jamais réussi à faire, et à envahir le palais présidentiel. Et tu as eu du coup des milliers de personnes dans ce palais présidentiel, et puis après ils sont allés dans la maison du Premier ministre, ils ont occupé quasiment tous les lieux de pouvoir, le peuple était là, présent, partout, à foutre la pression. Et à ce moment-là, évidemment, le président il a démissionné, et il a été remplacé par un autre apparatchik du système, ce qui n'a absolument rien changé. Et le truc qui était con, c'est que les Sri Lankais, en fait, ils ont fait confiance à leur instinct un peu qui leur disait, il faut occuper les places publiques, il faut organiser une vie autour de ça, et puis après il faut essayer de dégager le président, donc il faut rentrer dans son palais présidentiel, etc., etc. Mais en fait, une fois que le président a dégagé, du coup, en fait, ils n'avaient pas d'endroit pour se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre des décisions ensemble. Ils avaient l'habitude de tous faire la même chose ensemble parce qu'ils étaient tous d'accord. Mais à partir du moment où quelque chose d'imprévu est arrivé, la démission du président, en fait, ils se sont retrouvés incapables de décider quoi que ce soit. Du coup, ils se sont regardés un peu dans le blanc des yeux, et tu en as qui sont partis, et puis de plus en plus, les occupations ont cessé, et tout le monde est rentré chez lui.
Alors qu'aucun problème politique n'a été réglé parce que c'est le même apparatchik qui est en place, quoi. Tu vois, c'est comme si on avait viré Macron pour mettre Manuel Valls, ça ne change absolument rien. Et pourtant, tout le monde est rentré chez lui. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? Ça nous apprend une chose, c'est que si nous avons en nous la force du peuple qui permet de mobiliser des millions de personnes, cette force-là n'aboutit jamais à prendre le pouvoir. Et pourtant, c'est ce qu'il faut, prendre le pouvoir. Parce que c'est en prenant le pouvoir qu'on va réussir à prendre les décisions qu'il faut pour empêcher la guerre. C'est comme ça qu'on va réussir à dégager les financiers et changer totalement notre façon d'organiser l'économie pour ne plus avoir besoin de liquidités, des banques privées, de machin, des trucs, mais pour redistribuer le travail et produire ce qui est utile, tu vois. Il faut qu'on prenne le pouvoir pour régler ces problèmes-là. Sauf qu'on n'arrive pas à le faire avec des mouvements populaires. Et le Sri Lanka l'a montré encore une fois. Donc l'enjeu de notre époque, c'est oui, il y a la guerre, tout ça, mais ça va être surtout de faire en sorte que cette puissance populaire qui existe, et qui n'existe pas parce qu'on est déterminé, qui existe parce qu'il y a Internet, qui existe parce qu'il y a les crises, qui existe parce qu'il n'y a plus de partis de masse, etc., etc., faire en sorte que cette puissance populaire s'organise suffisamment pour prendre le pouvoir. Pas que dégager le président, prendre véritablement le pouvoir. C'est-à-dire qu'on soit capable de nous organiser pour prendre des décisions, de changer de tactique au fur et à mesure du temps, de tenter de nouvelles choses et de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bref, qu'on apprenne de nos erreurs. Qu'on apprenne de nos erreurs. Voilà, c'est ça un peu, je crois, ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, faut pas exagérer, ça a été présent, mais c'est ce qu'on a commencé quand même à faire avec la réforme des retraites. Nous, quand on a suivi les Gilets jaunes, des Gilets jaunes qui ont mené des actions de grève et de manifestations avec les syndicats, ça montre qu'ils ont appris de leurs erreurs, parce qu'en fait, il y a énormément de syndiqués qui ont énormément de choses à faire et qui sont capables de mobiliser énormément. Et en même temps, les syndiqués, ils venaient aussi dans les manifestations et blocages Gilets jaunes, notamment les blocages de ronds-points, ce qui était impensable de faire il y a plusieurs années avant ça. Et puis la situation, elle change très rapidement, c'est-à-dire que on a l'impression peut-être que tout le monde suit l'intersyndicale ou je ne sais quoi, mais tout le monde constate que les manifestations d'intersyndicales ne suffisent pas et tu vas avoir énormément de syndiqués qui se sont politisés avec la réforme des retraites, qui ont constaté que les manifestations d'intersyndicales ne suffisent pas et qui seront prêts à un moment donné à rejoindre des actions massives de blocage ou alors de manifestations qui vont plus loin que ce que font les syndicats, etc., etc. Ce qui fait que, en réalité, nous avons construit avec cette réforme retraite, qu'elle passe ou pas, on s'en fout, nous avons construit avec cette réforme retraite le début de quelque chose qui va faire que lorsque ça va péter pour l'inflation, parce que ça pètera pour l'inflation, lorsque ça va péter pour la guerre, parce que ça va péter pour la guerre, nous serons des milliers et des milliers à pouvoir être dans ce mouvement-là et à transmettre tout ce que nous savons. Et si on peut finir là-dessus, c'est un peu ça notre perspective à nous au Canard Réfractaire. C'est-à-dire que nous, on a fait pas mal de trucs militants, machin, du coup on a accumulé du savoir-faire, et puis on peut rentrer en contact avec des gilets jaunes ou des syndiqués qui savent faire énormément de choses. Et ben nous, l'idée qu'on a, c'est de mettre en scène tous ces savoir-faire militants, faire des tracts, faire des communiqués de presse, organiser des blocages, organiser des manifestations, donner de la vie dans ces manifestations-là, etc., etc. Toutes ces choses-là, les mettre à disposition de tout le monde à travers des vidéos YouTube pour que, quand ça va péter, nous soyons des dizaines de milliers à savoir faire les choses, qu'on ne soit plus dépendant de qui que ce soit pour les faire et pour apprendre de nos erreurs. Oui, les blocages, ça ne suffit pas parce qu'il y a des déviations. Donc, comment on fait pour faire en sorte que les déviations soient cassées? Oui, les manifestations, ça ne suffit pas parce qu'en fait, les gens font que marcher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, à l'intérieur des manifestations, pouvoir convaincre les gens d'aller dans des réunions, d'aller dans des assemblées générales ou de rejoindre d'autres actions pour qu'ils puissent s'impliquer plus dans le mouvement, etc., etc. Et ce qui est bien quand on regarde un petit peu dans le passé, c'est qu'on voit que, en vérité, on a énormément d'occasions d'avancer et qu'on n'est pas obligé de tout gagner sur la réforme des retraites pour l'emporter, pour se réjouir. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avancer autant que possible à chaque fois et surtout de constater que la situation n'est jamais la même. Nous sommes bien plus organisés, bien plus politisés, bien plus prêts à faire de grands mouvements populaires qu'on ne l'était par exemple en 2005, que ce soit pendant la révolte des banlieues ou que ce soit pendant le référendum. Et aujourd'hui, je crois que nous avons tous les ingrédients pour être bien plus mûrs que ce que nous l'avons été pendant les Gilets jaunes. Et qu'on est capable aujourd'hui d'aller plus loin dans les analyses, qu'on est capable aujourd'hui d'aller plus loin dans la tactique et que nous avons énormément de savoir-faire. L'objectif, c'est de savoir quoi faire de tout ça, quoi faire de cette situation, quoi faire de notre héritage, savoir si oui ou non on se condamne à répéter les mêmes erreurs parce qu'on n'en parle pas et qu'on n'a pas de stratégie, ou si on apprend de ces erreurs-là pour affronter ce que nous avons en face de nous, c'est-à-dire des crises qui, sans un peuple organisé, ne trouvera aucune autre solution que la misère et la guerre. Et toutes les agitations qui vont avoir lieu dans les prochaines années, et il y en aura énormément au vu de la crise impérialiste et au vu de la crise économique, toutes ces agitations-là sont des moyens que nous avons à notre disposition pour nous entraîner et nous perfectionner.
Et si on parle autant des autres pays et des autres révoltes qu'il y a partout dans le monde, c'est pour dire qu'en réalité, même si nous en France on a l'impression d'être tout seul, et ben en fait tous les pays du monde, tous les peuples du monde vont affronter la même crise économique et vont subir les mêmes conséquences de la même putain de guerre. Et donc que les révoltes qui peuvent éclater en France peuvent aussi éclater dans n'importe quel autre pays. Il n'est pas interdit de penser que si nous arrivons à prendre le pouvoir en France, nous n'ayons pas d'autres peuples frères partout dans le monde qui eux aussi prennent le pouvoir et avec qui on pourrait coopérer. Bref, la situation laisse penser que si on gère bien, il y a moyen de faire des belles choses, quoi. J'aime bien ça, l'idée qu'on va vivre de très grands événements historiques, et j'aime bien cette idée qu'à un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités et agir, et que si on le fait bien, on sera fier de tout ça. En tout cas, il va falloir le faire en pleine conscience de tout ce qu'on a fait ici, en pleine conscience de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, et discuter entre nous, tenter des choses, apprendre de nos erreurs, et encore, essayer, avancer quoi qu'il arrive, et puis on verra où ça va nous mener. On va pas être trop précis pour la fin, mais c'est la direction qu'on prend. Amis réfractaires, voilà. C'était un bout de notre histoire populaire. Et le canard est en financement participatif, voilà, comme on disait au début. Donc si ce genre de vidéo ça t'a plu et que tu veux qu'on continue à le faire pendant encore une année et même qu'on en fasse encore plus souvent parce qu'on va pouvoir engager encore plus de copains, etc. qui vont réfléchir avec nous, qui vont monter avec nous, qui vont réaliser avec nous, et voilà, tu peux donner, c'est en description, voilà, et tu peux partager la vidéo, comme ça il y a plein de gens qui donnent et qui voient, et c'est bien. Voilà, bisous.